Alors, je sais qu'on a discuté l'an dernier de la programmation de ce cycle-là. Pour être honnête, je pense que c'est un des tout premiers films qui m'est venu à l'esprit. Je leur dis, il faut impérativement passer Le Rebelle de Fountainhead, qu'on peut traduire d'ailleurs par la source vive, si vous voulez. D'ailleurs, ça serait intéressant de se poser la question dans le film, qu'est-ce que la source vive? Parce que Le Rebelle est un titre qui fonctionne à peu près hein, dans le film, mais qui ne rend pas compte du mystère, de l'ambiguïté et même du paradoxe du film. Là, on a l'impression que c'est un rebelle. Vous avez compris que c'est Gary Cooper qui allait jouer un rebelle, ou comment, pourquoi, vous le verrez. Mais je trouve que le titre original est plus mystérieux et plus intéressant. Donc la source vive, et vous allez voir ce qu'est cette source vive. Alors pourquoi je me suis dit qu'il fallait impérativement passer Le Rebelle en fait, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que quand on fait un cycle qui tape un peu dans tous les sens sur le cinéma américain, le choix est toujours évidemment immense, et donc on pense à des cinéastes classiques, modernes, contemporains. Voilà, on essaie de trouver une sorte d'équilibre entre tous ces cinéastes-là. Et dans les classiques, il y a souvent un cinéaste qu'on oublie, dont on ne sait pas vraiment quoi faire. C'est King Vidor. Voilà, on sait très très bien parler de John Ford, de Capra, on pourrait citer beaucoup d'autres exemples, évidemment, de Lubitsch, de Sturgis, tous ces gens-là, de Hawks, de Walsh. Et puis, il y a à un moment donné un cinéaste qui est de la même génération qu'eux à peu près. Il est né en 1905, hein, King Vidor, il est mort en 1982, donc il a couvert une large part de l'histoire du cinéma américain, même si son dernier film date de 59, Salomon et la Reine de Saba. Je ne sais pas si c'est un film que vous avez vu avec Yul Brynner, un film qui devait être joué par Tyrone Power, mais qui est mort pendant le tournage, donc c'est Yul Brynner qui l'a remplacé au pied levé au dernier moment. Et donc, si vous voulez, sa carrière, c'est grosso modo 1915, 1916, 1959. Donc, on est dans l'amplitude à la John Ford, hein, si vous voulez, quelque chose d'extrêmement vaste, même si Ford tournera un tout petit peu après, mais on est en gros dans cette amplitude-là. Mais King Vidor, c'est un cinéaste qui est moins reconnu, moins identifiable et plus problématique. Et pourquoi? Parce que je ne sais plus quelle critique disait, mais c'est assez juste, que King Vidor est quelqu'un qui a réalisé sans doute plus de grandes scènes de cinéma que la plupart des cinéastes américains de sa génération, mais qu'il a réalisé moins de grands films. Et je trouve ça assez juste. C'est-à-dire que on repère immédiatement, vous allez voir le style de King Vidor, d'ailleurs qui porte bien son nom. Il y a quelque chose de torrentiel chez King Vidor. Hein, je rappelle pour ceux qui auraient quelques titres de ces films qu'il a tournés en tête, je pense évidemment à Duel au soleil, hein, qui est un de ses films les plus connus, avec Gregory Peck, Joseph Cotton et Jennifer Jones. Film problématique puisque produit à l'époque par David Selznick, qui voulait faire une sorte de Autant emporte le vent bis repetita, et quand on voit le film avec ses chromos, son côté totalement furieux, presque cliché, on sent qu'il y a eu un combat entre Vidor et Selznick, c'est évident à l'écran. King Vidor, c'est aussi l'homme qui a réalisé La Foule, hein, qui est un des plus grands films de l'époque du muet américain, film qui date de 1928, hein, et d'ailleurs pour ceux qui l'ont vu, dont on retrouvera des traces dans l'essentiel de la filmographie de King Vidor jusqu'au Rebelle, hein, qui est donc tourné en 48 et qui sort en 49. King Vidor, c'est aussi l'homme qui a réalisé La Furie du désir, Ruby Gentry, film aussi avec Jennifer Jones qui est formidable. Alors je pourrais citer plein d'autres films, c'était Dallas, La Garce, le Grand Passage. Vous avez peut-être vu ce film incroyable et peu aimable qui date de 1940, hein, que Vidor avait conçu en diptyque, une première partie et une seconde, mais à cause de l'échec de la première partie, il n'a jamais pu tourner la suite de ce Grand Passage avec Spencer Tracy. J'en reparlerai tout à l'heure parce que le personnage de ce film-là est intéressant pour celui que joue la Gary Cooper dans Le Rebelle. Bref, c'est quelqu'un qui a signé quelques films extrêmement connus, mais celui dont on considère généralement qu'il est presque son manifeste, à part ceux de l'époque du muet, sur lesquels je reviendrai plus tard, c'est Le Rebelle. Hein, Le Rebelle, généralement, c'est un film que même les gens qui ne connaissent pas trop Vidor ont vu. Hein, c'est un des films les plus emblématiques du cinéma hollywoodien classique. Emblématique, ça ne veut pas dire simple. Hein, vous allez voir, c'est ça que ça serait bien d'ailleurs à l'issue de la séance, si on a l'occasion d'échanger vraiment. Hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de points de vue qui sont compatibles et possibles sur Le Rebelle. Hein, c'est un très drôle de film. D'ailleurs, à chaque fois que je le vois, j'ai toujours le sentiment que je change d'opinion dessus. Donc je ne sais jamais exactement quoi en penser. Voilà. Et alors Le Rebelle, qu'est-ce qui se passe? On est donc en 48-49 et il y a à cette époque-là, il y a deux choses. Il y a d'un côté une romancière,
hein, qui s'appelle Ayn Rand, qui a écrit, donc, qui est d'origine russe, qui a écrit plusieurs romans, on pourrait dire vantant, où c'est le principe du capitalisme américain, de l'individualisme, et critiquant de façon extrêmement forte toutes les tentatives de collectivisme. Voilà, on est vraiment dans quelque chose, elle terminera au Tea Party, hein, Ayn Rand. Quelqu'un qui est extrêmement engagé, etc. Et elle écrit entre 38 et 43 un livre qui va devenir l'un des grands best-sellers américains, qui est donc Le Rebelle, The Fountainhead, la source vive. Bon, qui raconte, vous allez le voir, l'aventure très particulière d'un architecte dont à l'époque on pense qu'il est inspiré par l'un des grands architectes américains, en tout cas celui généralement qu'on connaît le plus quand on s'intéresse pas à l'architecture, qui est Frank Lloyd Wright évidemment. Donc a priori le Wright aurait servi de modèle, hein, si vous voulez, au personnage que vous allez voir d'architecte que joue Gary Cooper dans le film. Elle écrit donc ce roman, best-seller, et comme toujours à Hollywood, dès qu'il y a un best-seller qui traîne, évidemment Hollywood en rachète les droits assez rapidement et tente de mettre le projet en place. Le projet est compliqué parce que le roman fait 700 pages, il y a énormément de personnages, il y a plein de séquences qui ne passeront jamais la censure à l'intérieur, hein, notamment liées on pourrait dire à la question érotique, à la question du désir. Bon. Et finalement, Ayn Rand, qui a elle aussi très envie que son roman soit adapté, va peu à peu être approchée, là en l'occurrence par la Warner, qui accepte donc d'acheter les droits de son film et de porter à l'écran. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, il n'y a pas encore de réalisateur qui est envisagé. Humphrey Bogart, à un moment donné, doit jouer le rôle de Howard Hawks, l'homme que va finalement jouer Gary Cooper. C'est intéressant de voir les différents personnages attachés au film. Greta Garbo, Ayn Rand rêvait que ce soit Greta Garbo qui joue le rôle du personnage féminin principal. Ça ne sera pas le cas, hein, parce qu'à l'époque c'est compliqué, mais beaucoup rêvaient que Greta Garbo ne tourne pas depuis 6, 7, 8 ans. Et la Warner aurait adoré faire de ce film-là le grand retour à l'écran de Greta Garbo. Elle avait 43 ans à l'époque, ça ne se passera pas. Et ça sera finalement une jeune actrice qui a 23-24 ans, relativement peu connue, mais ça va être son premier fait de gloire. C'est Patricia Neal, hein, qui va jouer le rôle de l'héroïne principale, qui est absolument exceptionnel. Et le choix de Patricia Neal, d'ailleurs, a fait enrager une autre actrice. Greta Garbo s'en foutait. L'autre actrice, c'est Barbara Stanwyck, qui, elle, pendant très longtemps, a espéré jouer le rôle principal féminin du rebelle. Hein. C'est un rôle qu'elle adorait. Quand vous allez voir le rôle, on comprend que Stanwyck a été intéressée par ce rôle de femme forte, indépendante, presque masculine par moment, mais finalement Patricia Neal lui sera préférée. Gary Cooper va jouer le rôle de principal de l'architecte. Beaucoup de passages seront supprimés, des personnages secondaires, etc. Et c'est King Vidor à qui on propose, hein, de la réalisation du film. Alors une dernière chose, King Vidor, à l'époque, c'est son 45e film. Hein, donc on attaque la toute fin de carrière de King Vidor. Hein. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'à la fois il adapte un best-seller, donc un roman évidemment qu'il n'a pas écrit. Il va faire travailler la romancière d'ailleurs pour qu'elle écrive elle-même le scénario. Il va la guider, etc., etc. Et en même temps, on a presque le sentiment d'un film somme de tout ce qui a préoccupé King Vidor depuis les années 20. La Foule, Notre pain quotidien en 1934, un film qui aurait pu être formidable, mais qui est raté, qui est American Romance, un film de 1944, qui avait été totalement mutilé par la MGM, qui avait supprimé une demi-heure à cause du succès très faible, évidemment, du film. Tout ça pour dire que King Vidor, au moment où il attaque le tournage du Rebelle, il en a un peu gros sur la patate. C'est-à-dire que ça fait des années que ces films sont mutilés. Il n'a pas pu tourner en 1940 la fameuse suite du Grand Passage. D'ailleurs, ce qui pose un problème, parce qu'on a l'impression que c'est presque un film, je dirais pas un film fasciste, parce que c'est une expression qui ne veut plus rien dire aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un film extrêmement déterminé aux côtés d'un personnage qui est à la limite de la pathologie, hein, joué par Spencer Tracy, et lui voulait faire une seconde partie qui montrait la face noire, l'envers de cette trajectoire incroyable. Il n'a pas pu le faire. Son film American Romance a été mutilé, donc il a eu beaucoup de déboires avec les studios, et on comprend, et vous le comprendrez quand vous allez voir le film, que évidemment King Vidor il s'identifie à ce moment-là totalement au personnage de l'architecte dans le film. Si ce n'est que le monde de l'architecte, le monde des constructions, le film se passe à New York, c'est un très grand film évidemment aussi sur New York. Ce monde-là, lui, il l'a aussi pris comme étant le monde hollywoodien, on pourrait dire, et qu'il y a évidemment plusieurs lectures, vous allez le voir, à avoir dans le Rebelle, et que lorsque King Vidor attaque l'adaptation du roman, évidemment, il s'identifie totalement on pourrait dire, dans la quête, hein, d'absolu du personnage principal. Donc je ne vous en dis pas plus. Sachez que, comme tous les films de King Vidor, ce sont des films on pourrait dire torrentiels.
C'est ça qui caractérise le style de King Vidor, c'est que tous les potentiomètres sont au maximum, ça va vite, c'est abrupt, c'est violent, il y a de la passion, c'est esthétiquement incroyable. Voilà, il y a une scène de débauche, vous allez voir dans le film. Alors certains à l'époque ont dit trop, le film a été on pourrait dire accueilli de façon assez timorée lorsqu'il est sorti, par sa forme d'un côté. Certains ont dit c'est beaucoup trop. Cela dit, ils avaient déjà vu Duel au soleil qui en termes de forme, on pourrait dire un peu extatique pour ceux qui l'ont vu, est déjà complètement dingue. Et d'autres ont évidemment totalement condamné le discours du film, ce que raconte le film, ce qu'il promeut, si vous voulez. Mais c'est du King Vidor pur et dur, tant du point de vue de ce qu'il raconte, ça j'y reviendrai, du point de vue du personnage principal qui semble, c'est le héros de King Vidor, c'est Howard Hawks dans le Rebelle, et du point de vue de la forme, vous allez voir, on est en 1949 et c'est qu'on a quelqu'un qui emprunte à tous les genres, avec une musique aussi qui est assez belle, c'est une musique de Max Steiner. Max Steiner, j'y reviendrai parce que c'était un des grands compositeurs du cinéma hollywoodien classique qui avait, vous savez, imaginé cette espèce de musique qu'on avait appelé plus tard, grosso modo, enfin, on considérait qu'elle accompagnait, elle soulignait les émotions ou ce que racontait l'image. Beaucoup ont dit que c'est du Mickey Mousing, ça veut dire que quand quelqu'un descend un escalier, c'est une harpe, quand il y a une scène d'amour, ce sont des violons, et c'est lui qui a porté à son point d'orgue cette espèce de musique hollywoodienne, tonitruante, en fait, qui ne fait que souligner ce qu'on voit à l'écran. Et là, je trouve que King Vidor arrive à s'en servir de façon un peu différente, on en parlera, et un peu particulière. Sachant que là, c'est la fin de l'œuvre de Max Steiner. Donc regardez ce film, vous allez voir, soyez évidemment très attentifs. Alors il y a beaucoup d'incohérences dans le film quand on y réfléchit, mais comme tous les grands films on s'en fout, c'est pas ça qui compte, on sent que le fil rouge du film c'est l'idée, c'est ça qui intéresse King Vidor. Et alors voilà, c'est un film sur l'énergie, que voilà, si on est un peu fatigué, si on est un peu patraque, on revoit le Rebelle et à la fin on a envie de se retrouver là où se trouve, vous allez voir, le personnage principal. Voilà, écoutez, très bonne projection et donc on se revoit et on discute. Là, on va inaugurer en ce 1er avril quelque chose d'un peu nouveau. On discute après le film. Voilà, à tout à l'heure. Bonne projection. Si je te demande vos premières impressions, ça serait quoi? Ouais, je vous écoute. D'accord. Et je sais pas si aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle, il est possible de faire des films de cette époque-là. Ah bah, Enfin, ouais. qui existaient à cette époque-là. D'accord. Ok, donc j'entends ce que vous dites. Autre intervention? Est-ce que vous avez... Ouais. Bon, avant qu'on continue, je peux peut-être vous dire 2-3 choses. C'est qu'il y a quelque chose qui est caractéristique dans ce film, c'est pour ça que c'est un film à mon avis très emblématique du cinéma de King Vidor, c'est que je vous ai souvent dit au cours de ce cycle, et même il y a 2 ans maintenant, je ne sais plus, lorsqu'on faisait le cycle autour du cinéma américain des années 70, c'est qu'il y a quelques grands thèmes évidemment qu'on retrouve souvent dans le cinéma américain, en tout cas qui le structure. Que quand on réduit à l'os le cinéma américain, on se rend compte qu'on tombe souvent sur 2-3 questions, 2-3 problèmes qui sont traités, quelles que soient les périodes, années 30, années 50, 70 et aujourd'hui. Et parmi les grands thèmes du cinéma américain, et on en avait un petit peu parlé, et on en reparlera sans doute pour le coup l'année prochaine, si jamais on fait ce cycle avec et autour de John Ford, c'est la question du rapport entre l'individu et le collectif. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qu'on trouve dans un nombre incalculable de films américains, mais développés de façon très très différente, à différentes époques, dans différents genres, le western, le polar, le film noir, le film social, etc. Rappelons que le film est produit par un studio qui s'appelle la Warner, et la Warner était connue dans les années 30 pour avoir une couleur plutôt sociale, c'est-à-dire s'intéresser aux problèmes des Américains, à leurs conditions de vie, aux problèmes de classe, ce qui fait qu'il y avait une dimension réaliste importante dans les films de la Warner dans les années 30, et on retrouve malgré tout ça dans le Rebelle, et j'y reviendrai.
c'est que on se rend compte que cette question de l'individuel collectif, elle a structuré beaucoup de films américains. Avec cette idée, vous avez tous en tête le schéma un peu cliché d'ailleurs du cinéma de Frank Capra, on en avait parlé à l'époque d'Horizon Perdu, cette idée d'un homme. Il y a deux choses d'ailleurs qui sont des thèmes, je dirais, typiques du cinéma hollywoodien américain, et donc de la fiction américaine, et donc de l'Amérique elle-même, parce qu'encore une fois, quand on parle de l'un, on parle de l'autre. C'est d'un côté l'idée du common man, c'est-à-dire que celui qui, parti de rien, va s'élever en haut de l'échelle sociale, va réussir. Ça, c'est une des grandes trajectoires du cinéma américain. Donc cette idée de l'homme qui, effectivement, quelle que soit son origine, King Vidor a fait un film formidable là-dessus d'ailleurs, qui est une espèce quasiment presque de film de propagande sur le rêve américain, donc s'appelle American Romance en 1944. American Romance raconte l'histoire d'un émigré qui vient de Moldavie, si je ne dis pas de bêtises, ou de Hongrie, de Moldavie, et qui, au début du film, on se croirait dans Les Migrants de Chaplin en 1917, arrive donc par bateau, et le premier contre-champ qu'on a de ce personnage-là, qui ne parle pas un mot d'anglais, c'est évidemment le panorama, les fameux gratte-ciel de New York. New York étant, chez beaucoup de cinéastes, et chez Vidor en particulier, une image qu'on retrouve de film en film. La réussite sociale, c'est le moment, en fait, où on arrive finalement à prendre possession de la ville. Et quand on prend possession de la ville, qu'est-ce qu'on fait? On monte au sommet d'un building. D'un point de vue métaphorique et architectural, c'est pour ça que la fin, elle est incroyable, la fin du Rebelle, qui est une des fins les plus incroyables pour moi de l'histoire du cinéma hollywoodien. Elle est incroyable pour mille raisons. D'abord parce que la métaphore sexuelle, on n'a jamais été filmée de façon aussi frontale. Une érection de 1 minute 30, alors que Patricia Neal monte en haut du building. D'abord parce que, je vous ai dit au tout début du film que le roman qui faisait 700 pages avait été évidemment énormément édulcoré par la romancière elle-même et par King Vidor, des pages entières, des personnages, des discours. Dans le roman, par exemple, Gary Cooper est très bavard. Howard Hawks est très bavard. Et évidemment, Gary Cooper, c'était le contraire. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu de Gary Cooper, c'était un cinéaste qui était connu d'ailleurs pour son laconisme. Gary Cooper, il disait oui, non, quelques remarques, c'est tout. C'était la puissance physique, ce qu'il pouvait faire, ses actions, ses actes, mais c'était pas du tout un acteur qui aimait avoir beaucoup de lignes de dialogue. Et d'ailleurs, vous me direz que c'est une des grandes caractéristiques du grand acteur américain classique, si vous voulez, avec quand même un acteur qui est un peu différent dans cette bande des classiques, je pense, des gens comme Fonda, John Wayne Wood, c'est évidemment Cary Grant. Cary Grant, qui est joué dans des comédies de Carrey, de Howard Hawks, etc., était au contraire quelqu'un qui maniait terriblement le verbe. Ce qui était, aujourd'hui on s'en fout, mais ce qui à l'époque était une nouveauté, l'histoire d'un homme à la fois très masculin, très viril, très charmeur, séduisant, qui parlait comme autant qu'une femme. Alors que Gary Cooper, lui, pas du tout. Gary Cooper, c'est l'homme du peu de mots. Et donc, il avait évidemment, en accord avec Vidor, il avait demandé à ce qu'on réduise au maximum son texte, alors que dans le roman, il parle énormément. Et King Vidor trouvait que ça affaiblissait le personnage, le fait qu'il s'exprime autant. Parce qu'une des caractéristiques, évidemment, du rebelle, c'est que les personnages parlent beaucoup. Ils s'expriment beaucoup sur ce qu'ils pensent, sur leur conception, leur théorie, leur rapport à la foule, aux autres, à l'art, à l'intégrité, etc. Et Gary Cooper, lui, à l'exception, j'y reviendrai, du discours final, qui est autant il ne parle pas pendant 1h40 quasiment, autant à la fin, on a presque le sentiment que c'est le retour du refoulé. Et là, il va nous donner la grande pétition de principe, le grand manifeste de ce pourquoi il a agi comme ça depuis qu'il est étudiant en architecture. Il le balance au moment du procès avec ce grand discours qui est sans doute un des plus longs monologues de l'histoire du cinéma hollywoodien. À l'époque, la Warner avait très peur de ce monologue en disant ça dure quasiment 6 minutes, les gens vont pas tenir, et c'est quand même, ce qu'il raconte est quand même assez dense. Il ne raconte pas une anecdote ou une histoire. C'est quasi un dialogue philosophique, une pétition de principe. On a l'impression que c'est bon. C'est assez important. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage-là de Gary Cooper, lui, il est complètement laconique, il dit très peu de choses. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une des forces du film, mais peut-être qu'on y reviendra, c'est que, au fond, à l'exception de la toute fin, au moment du monologue dans le procès, on ne sait jamais, Gary Cooper n'exprime jamais réellement les raisons pour lesquelles il agit. Donc, ce qu'il met en avant, c'est pas les raisons, c'est, on pourrait presque dire, sa philosophie. Sa philosophie, c'est l'intégrité. Voilà. Et en fait, ce qui est assez drôle dans le film, c'est qu'il nous demande, en tant que spectateur, finalement, d'être convaincu par cette idée-là.
l'intégrité. Et le film, c'est pour ça que c'est un film qui est très ambigu, mais je dirais bien aussi bien moralement que politiquement, qu'on peut, on peut le prendre de plusieurs façons. Et d'ailleurs, je reste convaincu que pour moi, tout l'intérêt du cinéma de King Vidor et du Rebelle en particulier, c'est qu'il est hésitant sur ce qu'il raconte. Il est fasciné par des choses contradictoires. Il y a les deux choses en même temps dans le film, et j'y reviendrai. Ce qui fait que le personnage de Wardrobe est un drôle de personnage, et la Warner à l'époque avait très très peur qu'on ne soit pas du tout en empathie avec ce personnage-là, avec notamment la fameuse explosion du complexe Cortland à la fin. Et alors ça a été un des grands débats autour du film. King Vidor a pendant très très longtemps considéré que c'était une erreur que le personnage dynamite le complexe. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a effectivement d'abord, c'est un jusqu'au-boutisme complètement délirant. Il y a ce qui fait passer l'homme, on pourrait dire, de l'américain idéaliste, intègre, homme seul qui va y arriver, il le fait basculer du côté des anarchistes. C'est quasiment un acte terroriste qu'il est en train de faire à ce moment-là. Donc évidemment, il y a un basculement qui faisait très très peur au studio et à King Vidor lui-même, en disant mais là on change complètement de nature, le type qui fait dynamiter. Et en même temps, ce qui est formidable, c'est que le film conduit à ça. N'oubliez pas que c'est un film hollywoodien, c'est pas un film indépendant, c'est pas un film expérimental, c'est pas un film politique dans le sens où on le fera dans la fin des années 60. Au cœur de la machine hollywoodienne, c'est un film complètement délirant, qui raconte des choses dingues. Enfin, je sais pas si vous en avez, si on s'en rend compte aujourd'hui, que c'est un film de 1949, c'est quelque chose qui à l'époque est totalement hors norme, assez risqué aussi, assez dangereux. Et donc le personnage, moi ce que je trouve évidemment très très beau, c'est que le personnage, on pourrait presque dire que King Vidor le mène jusqu'à son terme. Et ce terme, par honnêteté vis-à-vis du personnage, c'est le fait qu'il fasse sauter le complexe, avec le risque énorme que ça suppose, à savoir effectivement qu'il peut perdre l'identification du spectateur. Heureusement, il n'y a pas de mort, mais quand même, c'est-à-dire que l'homme fait sauter le complexe, qui est, on pourrait dire dans l'absolutisme du personnage, quelque chose qui est totalement logique, mais est totalement vidorien. Alors quand on dit totalement vidorien, c'est-à-dire que King Vidor, il faut quand même rappeler que, je vous disais, le collectif et l'individu, ça fait partie des grands thèmes du cinéma américain. Question centrale chez Capra, on l'a dit, vous avez tout vu L'homme de la rue, M. Smith au Sénat. Est-ce que Gary Cooper, c'est l'équivalent de James Stewart dans M. Smith au Sénat ? C'est une question qu'on peut se poser. Souvenez-vous, cet homme de la campagne qui peu à peu va être nommé sénateur suite à un événement particulier, et peu à peu, voilà, il arrive à Washington. Pour lui, c'est l'équivalent de New York pour le réfugié d'American Roman. Enfin, c'est une espèce d'endroit, de lieu dont il faut prendre la mesure et tenter de partir à l'assaut de cette ville-là. Et le personnage monte, et se retrouve seul à lutter contre un système. Donc on se dit, le rebelle, on est encore dans ce schéma-là de l'homme seul. Alors il est seul pour quelle raison ? Parce qu'il est seul à être intègre, ou être au clair sur ce qu'il veut. Et peu à peu, il va lutter contre un système. Et alors là, c'est un triple système. Le système contre lequel lutte Howard Hawks, c'est d'un côté le système, évidemment, le monde des architectes, le monde de la critique d'art, avec ce critique d'art qui est assez passionnant, Ellsworth, qui est alors là pour le coup, qui est une des grandes figures récurrentes du cinéma américain. Et d'ailleurs, il me semble que le critique d'art dans Ratatouille, pour ceux qui s'en souviennent, le film d'animation est inspiré du critique d'art du Rebelle de King Vidor. On le retrouvera souvent. Donc il y a ce monde effectivement des architectes et des critiques d'art qui sont complètement à la solde, les uns étant souvent d'ailleurs les mêmes. Il y a le monde médiatique, le journal du Banner. On reviendra sur le personnage de Guy Wynand qui est extrêmement intéressant, parce que autant on a un personnage qui est d'une seule note, c'est Gary Cooper. Du début à la fin, il dit la même chose, il pense la même chose, il fait la même chose, et zéro compromis. C'est vraiment, d'où l'importance évidemment de la séquence de la carrière. C'est un personnage en granit absolu du début à la fin. Et puis autour de lui, il y a des gens qui en fait qui savent pas. Il y a son contre-champ, qui est évidemment le critique d'art, qui lui est en granit aussi, mais du côté obscur de la force, on pourrait dire, du côté de l'académisme, alors que Howard Hawks est du côté, on pourrait dire, de l'expérimentation. L'un qui est du côté totalement du compromis, l'autre qui est totalement du côté de l'intégrité. On pourrait s'amuser à faire leur parallèle, mais ce sont deux personnages qui sont en miroir. Et autour de ça, des personnages qui passent leur temps à évoluer. Dominique, là, le personnage joué par Patricia Neal évidemment, et le directeur du journal, etc. Mais tout ça pour dire qu'on pourrait penser qu'on a chez Vidor une espèce de chantre de l'individualisme, bien sûr. Mais en même temps, il faut se rappeler, c'est pour ça que chez lui, contrairement à un cinéaste comme Ford, évidemment, John Ford, c'est quelqu'un qui était confronté au même problème que Vidor, que Capra ou autre, qui disait un des problèmes que l'Amérique doit résoudre,
c'est la question de l'individu et le peuple, du rapport entre l'un et l'autre. Autrement dit, l'Amérique, elle est grande, elle va bien, et le cinéma américain le raconte quand, on pourrait formuler ça ainsi, c'est-à-dire que quand on arrive à trouver un juste équilibre entre l'individualisme profondément américain, l'américain il est profondément individualiste, il croit au génie personnel et singulier, hein, c'est le côté toi, ton mérite, ton travail feront que tu vas y arriver tout seul, donc ne compte pas sur les autres, et en même temps, on n'est pas dans une société collectiviste ni fasciste, hein. En même temps, la question du collectif et du peuple, elle est extrêmement importante, puisque c'est ce qui permet que la nation américaine existe. Donc ces deux pieds, si vous voulez, d'un côté, l'individu éclairé, courageux, opiniâtre, intègre, tout ce qu'on veut, l'individualiste, quoi, le mérite, le mec qui bosse, etc., qui va s'élever sur l'échelle sociale, ne peut pas fonctionner si, à côté, il n'y a pas le peuple qui l'incarne ou qui le soutient. Hein. L'année prochaine, peut-être qu'on passera vers Sa destinée de John Ford, un film qui raconte exactement ça. Effectivement, on peut devenir un héros, mais le grand héros américain, c'est celui qui, à un moment donné, est validé par le peuple. Et le peuple lui dit, toi, je veux bien que tu sois mon porte-parole, toi, je veux bien que tu sois mon leader. C'est pas la même, je veux bien que tu sois mon héros. Vous voyez le truc? Autrement dit, dans le grand cinéma américain classique, et je devrais dire dans le grand cinéma fordien, tel que ce même problème individu collectif a été posé, on n'est jamais héros contre le peuple. On est héros avec le peuple, pour lui. Hein, on l'incarne. Bon. John Wayne, bon. Ce qui est intéressant avec Vidor, c'est que la question du peuple, elle est particulière, y compris dans le rebelle. D'ailleurs, on utilise beaucoup plus le terme mob, hein, on pourrait dire populace, que le terme peuple. Et ce qui rapproche, entre parenthèses, pour ceux qui connaissent un peu les films de cette période-là, King Vidor de Fritz Lang, beaucoup plus que de John Ford. Hein, Fritz Lang, qui en 1936 réalise Fury, qui a été obsédé par cette question de ce que lui, cinéaste allemand, étranger, débarquant aux États-Unis, on lui vend les mérites du peuple, de l'association, de Tocqueville, c'est formidable, ces gens qui arrivent à s'entendre à base de compromis, et il y a une espèce d'intelligence, de sens commun populaire qui fait que ce soit le commerce, la justice, tout se fait bien collectivement. Et Fritz Lang, lui, il filme en 1936 Fury le cauchemar de ça. Il dit, attendez, non, il y a de la populace aussi dans le peuple. Il y a la mob, ce qu'on appelle la mob. Hein. Et là, la populace, c'est évidemment pas le peuple. Bon. Autrement dit, il y a toujours, quand on parle du peuple, dans le cinéma américain, il y a toujours cette espèce de basculement possible entre d'un côté le peuple, je veux dire que le peuple à la Capra, si vous voulez, hein, celui qui va être reconnu pour ce qu'il est, qui va aider au personnage, au self-made man, si vous voulez, de progresser, etc., l'embryon de la nation, son emblème. Et puis de l'autre, il y a évidemment la populace, celle qui fout la trouille. Et quand je parle de Ford tout à l'heure, dans Vers sa destinée, Henry Fonda, à un moment donné, évite un lynchage. Il en avait aussi conscience de ça. Hein, c'est que là, tout dépend comment on regarde la foule. Hein. La foule, elle peut faire très peur, ou elle peut au contraire totalement former. Et c'est pas pour rien que, évidemment, que King Vidor a réalisé en 1928 un film qui s'appelle The Crowd. Et là, il l'appelle pas The Mob, il l'appelle la foule. Tout ça pour dire quoi? C'est que ce qui est fascinant avec Vidor, c'est que autant Ford, lui, avait trouvé, disons que autant Capra avait une vision, on pourrait dire, un peu idéalisée du peuple. Bon. Autant Ford avait trouvé son truc, à savoir l'équilibre entre le héros et le peuple. Ça marche pas, en tout cas, voilà l'horizon, voilà comme ça que l'Amérique fonctionne, voilà ce que c'est qu'un vrai héros américain. Bon. Avec Vidor, finalement, je pense que cette question, elle sera jamais tranchée. Ça sera toujours pour lui un problème, mais au sens strict du terme, c'est-à-dire un problème philosophique. C'est que toute sa filmographie, quand vous la reprenez un peu du début, en gros, disons de 1928, La Foule, bon, sachant que Vidor a réalisé d'autres films après, j'y reviendrai, jusqu'à ce film-là, on se rend compte que la question du collectif et du peuple, elle est un problème pour King Vidor. D'où le fait que le film, et la plupart des films de Vidor, ils sont presque tiraillés entre des dynamiques ou des pulsions contradictoires. Hein, c'est ça que je trouve très fort chez lui. Et par moments, on peut dire que ce tiraillement, il va aller soit plutôt du côté de la foule. Hein, alors, parce que la filmographie de Vidor, pour faire un peu court, on peut la diviser en deux grandes périodes. La première période, Vidor, il est
Il est du côté du collectivisme, on pourrait presque dire, de la foule américaine, le grand peuple américain, il y croit. Alors là, c'est la foule. La foule, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle John Sims, film formidable de 1928, qui raconte tout simplement comment cet individu, qui a le modèle du self-made man en tête, je veux réussir, je veux monter en haut des buildings, je veux avoir le poste de directeur de mon entreprise, etc. Enfin, il veut vraiment réussir. Ce qui est génial, et on se dit que c'est quand même bizarre que ce soit le même homme qui ait fait Le Rebelle, qui ait tourné ce film-là 20 ans plus tôt, dans la foule, ce que raconte Vidor, c'est comment ce personnage-là, qui a un talent, hein, c'est pas du tout, il a un vrai talent, voilà, il est un peu rêveur, il fait des slogans publicitaires, c'est un type qui a du talent, qui pourrait trouver sa place, et bien ce personnage-là, il va réussir à être heureux, non pas quand il va arriver au sommet, comme Gary Cooper, qui est le sommet de l'extase dans tous les sens du terme. Je veux dire, à la fin, il est arrivé là où il voulait. Hein, il est top of the world. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est le pré-Scarface, quoi, si vous voulez. Hein. Il est au sommet du monde, mais littéralement au sommet du monde. Donc son bonheur va de pair avec le fait qu'il fallait qu'il atteigne le sommet du monde, physiquement, géographiquement, littéralement. Dans la foule, non. Ce personnage-là, il commence un peu comme Howard Hawks, il a envie d'eux, et puis il va se marier, le temps va passer, il ne va pas réussir à progresser vraiment dans son travail, dans sa boîte, il va rester à peu près toujours au même niveau. Et là où le film est génial, c'est qu'il nous raconte finalement que le vrai héros américain, en 1928, c'est celui qui arrive à trouver sa juste place à l'intérieur du peuple. Autrement dit, le peuple, c'est pas la populace, c'est finalement une série d'individus qui sont tous comme lui, des self-made man possibles, mais qui arrivent à trouver leur juste place à l'intérieur. Autrement dit, comment arriver à m'intégrer au peuple sans avoir le sentiment d'être complètement formaté, hein, et vampirisé par lui. Alors qu'on sent bien que dans Le Rebelle, c'est un discours complètement inverse. Dès qu'il y a de la majorité, dès qu'il y a du peuple, dès qu'il y a de l'opinion, les lecteurs du banner, c'est le cauchemar. C'est-à-dire que c'est vécu à la fois par le personnage de Howard Hawks, par la mise en scène et par Vidor, comme le cauchemar, c'est la majorité. Ce sont les lecteurs du banner, parce que le film, j'y reviendrai, mais n'a rien de réaliste, évidemment. On est complètement du côté mythologique. Personne ne croit un quart de seconde à ces personnages-là, tout le monde sait qu'ils n'existent pas, personne ne croit à ce New York-là, personne ne croit à ces buildings qui apparaissent derrière toutes les vitres. Enfin bref, j'y reviendrai, mais le style, c'est à la fois, on est dans un style qui se veut soi-disant réaliste, et en même temps qui est un film complètement expressionniste. C'est un film qui nous raconte a priori des individus ou des personnages mode biopic, c'est-à-dire s'inspirant de gens qui ont vraiment existé, en l'occurrence l'architecte Frank Lloyd Wright, et en même temps, le film est à 1000 lieues du moindre réalisme. On n'a que des surhommes ou des surfemmes. Hein, si vous laissez Patricia Neal, c'est une Wonder Woman. Gary Cooper, dès son apparition au tout début du film, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce qu'on appelle le principe de l'apparition retardée au cinéma, c'est-à-dire que la première fois que Gary Cooper apparaît, il n'apparaît pas plein pot, gros plan, etc. Il apparaît en silhouette, alors qu'on l'admoneste, on lui crie, vous êtes trop, vous êtes pas assez, vous êtes trop. Et là, par une série de petites séquences, on le voit apparaître uniquement en silhouette, au premier plan, dans l'ombre, ce qui est évidemment là, c'est un côté très très languien, on a presque l'impression que c'est Docteur Mabuse, mais c'est aussi le principe Orson Welles, c'est-à-dire que c'est aussi le principe finalement d'un personnage qui n'est déjà pas comme les autres, c'est-à-dire qu'on s'adresse à une enveloppe, à une figure, à un homme dont on ne voit que le contour. Il est déjà, avant même d'apparaître, Gary Cooper est un mythe dans le film. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout prendre le film sur le mode de l'exactitude ou de la logique. Hein, de la logique des faits et du scénario. Il y a des béances absolument incroyables dans le film. Le moment où il dynamite évidemment Cortland, alors il dit à Patricia O'Neal, si on me voit avec toi, on va comprendre que, et puis on la retrouvera pas, et lui se retrouve avec le bâton de dynamite entre les mains. C'est-à-dire que quand si on fait une analyse un peu serrée du scénario, il y a des incohérences absolument colossales, mais évidemment on s'en fout parce qu'on comprend bien que ce qui tient le film, c'est pas ça. Hein, on est à un niveau mythologique complètement. Bon. Alors pourquoi je vous disais ça? Parce que Vidor, il a donc eu deux parties dans sa carrière. Et, on peut dire une première partie où il est complètement du côté du peuple américain, où il essaie de comprendre comment ça peut marcher, avec des personnages qui, au contraire, plutôt que de s'élever tout seul et méprisant en permanence la collectivité, au contraire, se mettent au service d'elle et tentent de la faire avancer, et tentent collectivement de faire avancer Schmilblick, si vous voulez. Alors ça, c'est La Foule, ou alors c'est un film génial qui s'appelle How Daily Bread, qui en anglais c'est Notre pain quotidien, un film de 1934. Donc on est en plein moment de la dépression. D'ailleurs, c'est évidemment un film qu'a vu Ford
me semble-t-il, pour tourner Raisin de la colère, tellement Raisin de la colère est inspiré aussi par ce film-là. Et c'est l'histoire d'un homme, tout simplement, qui met en place une collectivité de hobos, tous ces gens qui ont été chassés par la dépression, par les bourrasques du Midwest, etc. Et qui, collectivement, vont arriver à créer une petite entreprise, une petite société, à s'en sortir, à irriguer un champ, enfin peu importe. Ça met en scène le rêve collectiviste, le contraire absolu du rebelle. Le contraire absolu. Et puis, il y a un moment, là on se dit, mais est-ce que c'est le même King Vidor qui a filmé ça ? Et puis il y a un moment, et on pourrait presque dire que ce moment il date de 1940, où il y a une bascule qui va s'opérer. C'est-à-dire que le King Vidor collectiviste, du côté du peuple et du héros au service du peuple, il va commencer à être un peu seul. Et là, il commence à apparaître une sorte on pourrait dire de divorce, en tout cas de tension entre le héros et le peuple qui était totalement réconcilié dans la première partie de sa carrière. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il a quand même réalisé un des premiers films parlants de la Warner qui s'appelle Alléluia, un film qui date de 1929, avec uniquement des acteurs noirs. C'est qu'à l'époque, évidemment, une nouveauté absolument incroyable. Alléluia, c'est un des grands films cultes et très importants de l'histoire du cinéma hollywoodien. Et donc 40, c'est le moment de Northwest Passage, le grand passage. Qui est donc ce qu'on appelle un pré-western, qui se passe au XVIIIe siècle, et qui raconterait, pour faire court, tout simplement l'histoire d'un chef de trappeur qui emmène tout simplement une escouade de soldats pour aller trouver le fameux grand passage, et qui massacre des Indiens à tir-larigot sur la route, etc. C'est Spencer Tracy qui joue le rôle. C'est important parce que Spencer Tracy, c'est le contraire. Il incarne dans l'imaginaire américain, au contraire, le personnage, pour le coup, intègre. C'est Tracy, on lui donne le bon Dieu sans confession, si vous voulez. Ça fait partie de ses acteurs. C'est un peu comme Henry Fonda avant que Léon le dévoie dans Une fois dans l'Ouest. Mais Tracy, bon. Et là, King Vidor lui fait jouer le rôle d'un personnage dont l'intégrité devient pathologique, complètement fou. Peu à peu, il devient fou, un individualiste complètement dingue. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la seconde partie de ce film n'a pas pu être tournée, mais c'est intéressant, dans la carrière de King Vidor, le grand passage, ça marque 2 ruptures. Et on ne comprend pas le rebelle si on n'a pas en tête cet essai de trajectoire. La première rupture, c'est que Vidor, en 40, commence à s'intéresser, après s'être intéressé à la question du collectif, il commence à s'intéresser à la question de l'individu et du rapport entre les deux, et en mettant en scène une tension qu'il ne voyait pas du tout dans la première partie de sa carrière. Et Le Grand Passage, c'est le film de ça. Encore une fois, un film vraiment peu aimable, assez fou. Vous savez, cet homme qui croit tellement à une cause qu'à force d'y croire, il en devient un peu fou, et même il devient presque le meilleur ennemi de sa propre cause. L'absolutisme, il y a eu beaucoup de films américains tournés là-dessus, mais parfois le mieux est l'ennemi du bien, quoi. C'est vraiment cette idée, si vous voulez, de l'individu complètement fou qui croit tellement à ses propres idées, à son propre génie, à sa propre destinée, que l'autre devient un problème permanent. Et l'autre, on a vite fait le lien, c'est le collectif. Autrement dit, à partir du grand passage, il n'y a plus du tout cette relation, on pourrait dire, de collaboration, d'échange entre l'individu et le collectif. La collectif devient un problème pour l'individu à partir de ce film-là. Et c'est aussi un film charnière, puisque ce film qui va être, non pas mutilé, mais qui va être coupé en 2. C'est-à-dire que Vidor avait, comme je vous le disais, prévu de tourner 2 volets. Un diptyque, la première partie, ce film donc, qui existe, qu'on peut voir, et la seconde partie qu'on ne verra jamais, mais qui était capitale dans le parcours intellectuel de Vidor, puisqu'il s'agissait de nous montrer la face un peu sombre de ce personnage-là. Ça aurait été absolument passionnant. C'était presque le projet dialectique de King Vidor. C'est peut-être là qu'on aurait pu voir véritablement comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre devant l'échec du film, du premier volet. Le deuxième ne se fera jamais. Et ça, on pourrait dire, c'est une pastille qui va rester en travers de la gorge de King Vidor. Et là, on comprend le rebelle. C'est-à-dire que Howard Hawks, c'est aussi un personnage qui vient du propre passé de King Vidor. Quelqu'un à qui Hollywood, alors ce n'est pas des architectes, mais c'est des producteurs de cinéma, mais c'est pareil, a empêché, a mutilé le travail. L'intégrité de Vidor dans le grand passage, elle a été massacrée. Il a fait confiance, il a signé un contrat. Le contrat a été rompu. Et finalement, Vidor n'a pas pu, l'œuvre, c'est même, presque dire que l'œuvre s'est retournée contre lui, puisque ce qui devait être une façon, non pas objective, mais en tout cas la façon la plus froide possible de déplier la question du collectif et de l'individu, est devenu une espèce de film à la limite du racisme. Il y a une séquence de massacre indien dans Le Grand Passage qui fait froid dans le dos aujourd'hui quand on la regarde.
même encore aujourd'hui, une espèce de plaisir sadique de Spencer Tracy à violer, à tuer des femmes, à les brûler. On se dit, mais est-ce qu'on est en 40 ? Spencer Tracy, film hollywoodien en couleur. C'est-à-dire que Vidor fait partie de ces cinéastes qui ont produit, à l'intérieur du cinéma hollywoodien classique, des images ou des idées. Je pense à l'érotisme là du film, on est en 48. Hein. À l'époque, le film est reçu, Le Rebelle, comme un film limite en termes, plus que limite en termes de métaphore érotique. Enfin, la perceuse dans la carrière, c'est à l'époque, les critiques se disent, mais comment ces plans ont pu être possibles ? Enfin, possible, oui, mais comment est-ce que ça a passé le code AIS ? Comment ça a passé le code de la censure ? Et c'est quand même passé. Mais il faut voir qu'il y a quand même une... Et puis ce qui est génial, moi ce que je trouve génial dans le Rebelle, après il faut que je termine ma petite trajectoire, mais ce que je trouve génial dans Le Rebelle, c'est que... Et d'ailleurs certains ont dit, parce que c'est un film qui date de 49, et donc on a le sentiment, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai quand je vois Le Rebelle, c'est que j'ai le sentiment de voir, on pourrait presque dire, une sorte de palimpseste ou de film total de ce qu'a été Hollywood et la grammaire hollywoodienne. Hein, l'homme, la femme, la métaphore, enfin tout y est. On a le sentiment que toute la syntaxe du cinéma hollywoodien est là, mais portée à la puissance 1000. Hein, ça fait que la musique de Max Steiner, tout est bigger than life dans Le Rebelle. Hein, le montage est extrêmement rapide, tous les personnages sont extrêmement expressifs, il y a du désir en permanence partout, il a une façon on pourrait dire, de pousser tellement jusqu'à son terme ce qu'a été l'esthétique et la définition des personnages hollywoodiens, que ça en fait un film pour moi presque moderne, enfin pré-moderne, dans le sens où, quand je vous parle de la perceuse dans la carrière, vous savez bien que dans le cinéma hollywoodien, c'est connu, on utilise la métaphore, hein, pour des plus connus étant, je sais pas, le gant de Gilda par exemple, évidemment Rita Hayworth, ou plus tard il y aura la façon dont Hitchcock s'en moque, vous savez, quand il fait rentrer le train à la fin de La Mort aux trousses, des choses comme ça. Mais, ou la féline, enfin, le cinéma hollywoodien, à partir de la mise en place du code ACE en 1934 précisément, enfin c'est le moment où il est vraiment appliqué, va trouver 1000 solutions pour dire sans montrer. Hein, bon. Là, ce qui est génial avec Le Rebelle, c'est qu'il utilise à la fois une métaphore, hein, mais la métaphore est tellement grossière, est tellement énorme, et quand je dis elle est grossière, elle n'est pas vulgaire, mais elle est tellement grossière qu'en fait, il dénonce lui-même le principe hollywoodien. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, il faut une métaphore, je ne peux pas montrer ce que vous imaginez tous, alors je vais faire un gros plan du bras musclé avec la femme qui regarde et son air un petit peu lascif, cette espèce de bellâtre là, cette espèce d'Apollon dans la carrière qui enfonce une perceuse dans une carrière. C'est-à-dire que là, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est qu'il pousse tellement loin comme ça toutes les métaphores qu'à la fin on se sent un peu crétin. Vous voyez qu'il y a peut-être quelqu'un va dire, ah, j'ai repéré que la perceuse c'est la métaphore de... Personne n'aurait, ou alors à moins de passer pour un abruti, personne n'aurait l'idée de dire un truc pareil. Tellement la métaphore elle est énorme, évidente. Hein, comme si elle se retournait contre Hollywood lui-même. Vous voulez des métaphores, là voilà, elle est énorme. Et ça n'arrête pas. Hein, le coup de fouet, l'arrivée de Patricia Neal dans la carrière, qui le regarde de haut, qui voit cette espèce d'homme un peu torse nu, suintant, qui balance de 2-3 regards. Enfin, c'est complètement dingue. Et moi, j'adore ça parce que pour moi, c'est le summum de l'excès hollywoodien, c'est dans Le Rebelle. Y compris la musique de Max Steiner, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, mais elle est, dans n'importe quel autre film, cette partition aurait été insupportable. Mais comme tous les critères sont, on pourrait dire, au sommet, au maximum. Hein. Les personnages sont tous en contre-plongée, on n'a que des buildings, que de gigantesques salles, des retournements de scénario vertigineux, un montage extrêmement rapide, tout va il y a une espèce de, on pourrait dire, de désir, hein, d'énergie, de furie, si vous voulez, qui infuse dans tous les plans. Ce qui fait que ce film, il a encore une fois une place particulière dans l'histoire d'Hollywood, parce que moi j'ai le sentiment, si vous voulez, que c'est à la fois la somme de tout ce qui a été cinéma hollywoodien, mais poussé tellement loin qu'au fond on a le sentiment que tout apparaît. Vraiment, on a compris la musique de Max Steiner, on a compris le découpage, on a compris les symboles, il y a même le coup du calendrier pour les temps qui passent. Il nous refait tout ce qui a été fait par Hollywood dans l'espace d'1h48, c'est complètement dingue. D'un point de vue de la mise en scène, c'est extrêmement chargé, c'est très... Il y a même l'expressionnisme, vous savez, il y a eu plus de films expressionnistes aux États-Unis qu'en Allemagne, hein, finalement, hein, puisque la plupart de la grande vague des cinéastes ou des chefs opérateurs allemands arrivés à Hollywood, Ulmer, Dieter, Fritz Lang et tellement d'autres, ont fait que le cinéma américain, à la fin des années 30 et des années 40 jusqu'au milieu des années 50, a été un cinéma qui a été sous très forte
esthétiquement, hein, sous très forte influence expressionniste, évidemment, hein, notamment le film noir. Et là, pareil, c'est-à-dire que là où le film est un objet même par moments monstrueux, c'est qu'on a un personnage qui a priori incarne une sorte de modernisme à la Frank Lloyd Wright. En même temps, quand on connaît un peu les monuments, les architectures, les maisons, les constructions de Wright, on se rend compte que le fantasme du grand building, c'est tout le contraire de ce qu'il voulait. Parce que même le film est faux là-dessus. Hein. Que le film, il fait feu de tout bois, mais à aucun moment c'est un biopic, à aucun moment c'est la vraie histoire de cet architecte extrêmement célèbre. Puisque je dirais, la fin se termine sur a priori ce qui aurait été le désir fou de Wright de construire un gigantesque building, alors que tout son art, son travail, ça a été le contraire. Au contraire des maisons à taille humaine, plutôt horizontales. Enfin, si vous connaissez, il y a l'emblème étant la fameuse maison de la cascade que fait construire le bunker dont parle à mon Gale Wayland, dit je veux que ce soit un bunker et un temple, hein, pour ma femme. Ça, c'est une maison qui cite très directement une construction de Wright. De la même façon que lorsque Howard Hawks, en attendant d'avoir un peu de boulot, des designs, dessine quelques constructions, la station essence par exemple, ou l'usine, là oui, on est du côté de Wright. L'idée de la verticalité, du summum de la puissance, de l'intégrité artistique, de la réussite étant le building monstrueux qui s'élève en plein cœur de New York, ça c'est le contraire, hein, évidemment, de cet architecte-là. C'est pour ça que même du point de vue de ce que raconte, on pourrait dire, le film, dans son faux lien avec des vrais architectes, c'est quelque chose qui est complètement rompu et qui n'existe pas, si vous voulez. Mais donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette grande trajectoire de Vidor, le grand passage est donc le film clé. À mon avis. Alors évidemment, après ça, il fera d'autres films. Et puis ça aussi, ça a été un grand cinéaste des femmes fortes à l'écran, King Vidor. Hein. Quand on voit les rôles féminins qu'il a su donner à des actrices, que ce soit Betty Davis dans La Garce, pour ceux qui s'en souviennent, Jennifer Jones dans Ruby Gentry, on pourrait comme ça multiplier les exemples. Il a donné comme ça des rôles, et même Patricia Neal, on comprend bien que là on a un autre moment de l'histoire du cinéma hollywoodien, hein. C'est qu'elle est quand même une femme forte, etc. Mais le grand passage, ça a été donc cette espèce de rupture. Et après, il a fait des films, c'est ça qui est intéressant, en 44, le film dont je vous parlais tout à l'heure, American Romance, qui est le film, on pourrait dire, alors que, parce que King Vidor, tout ce que je vous raconte là, on a le sentiment que c'est Capra ou que c'est quelqu'un qui serait né en Europe et qui, comme souvent, hein, qui est venu d'Europe, qui vont devenir les meilleurs promoteurs de leur pays d'adoption. Capra étant l'exemple typique. King Vidor, pas du tout. Il n'est pas né en Europe de l'Est. Non, c'est un type qui est né au Texas. Hein, c'est un Texan, King Vidor, qui est né en 1905, qui sera mort en 1982. Et je dis ça parce que c'est un pur américain, King Vidor. Hein. C'est pas les origines de son cinéma, c'est pas celle de Lubitsch, c'est pas celle de Capra, c'est pas celle de certains cinéastes dont le trajet personnel et biographique a été finalement d'arriver aux États-Unis, de voir un pays d'adoption, d'embrasser le modèle politique, démocrate, social américain, et ensuite d'en vanter les mérites. Ça a été souvent le cas. Dans le cas du King Vidor, pas du tout. King Vidor, c'est un vrai cinéaste texan, un vrai cinéaste de la terre. D'ailleurs, quand on regarde ses films, on se rend compte que c'est un cinéma très élémentaire. Voilà. Il y a une grande part accordée dans les films de Vidor à la terre, au feu, à l'eau et au désir, à la pulsion, la source de vie, sur laquelle on peut revenir d'ailleurs. Hein, la source de vie, c'est aussi bien à la fois la source du génie, hein, de Howard Hawks que la source de son ego. Parce que c'est quand même, le personnage a un ego absolument monstrueux et démesuré. C'est quelqu'un qui, pas une seule fois dans le film, ne doute de lui-même, de ce qu'il a fait. D'ailleurs, le film met tellement en scène cet ego-là, d'une certaine façon, qu'à aucun moment, sauf une fois, on le voit au travail. Gary Cooper, Howard Hawks. À aucun moment, on voit cette espèce d'étape. Vous me direz que le cinéma américain a rarement valorisé ça, mais quand même, l'étape qu'il y a entre l'idée et la conception. Et surtout en architecture, cette étape, elle est colossale, hein, parce que c'est l'étape du compromis, de la construction, des matériaux, de la fonction, des gens qui ont habité là-dedans. Enfin, on imagine bien qu'entre Howard Hawks ayant une idée et puis fondu, enchaîné, plan suivant, et le building est fait. Je veux dire, c'est quand vous y réfléchissez bien, les ellipses, elles sont dingues dans le film. Hein. Non, on s'en fout. L'homme est un génie, donc
donc le fameux source de vie, l'homme est un génie, donc la question de la conception ne rentre même pas en ligne de compte. Hein. Il y a presque comme si Vidor filmait en permanence très directement des images sorties du cerveau du personnage. Hein. On est vraiment dans une succession, le montage est très très court, voilà, il construit, sauf le seul moment où il prend la plume, le feutre, c'est pour ridiculiser la demande de l'homme, le style, le côté la petite fontaine, victorien, le style Tudor, le côté kitsch, atroce, etc. Là, le seul dessin qu'il fait, il est ridicule. C'est assez intéressant. Comme si l'idée de la conception, c'est-à-dire que l'idée de la fabrication était presque un peu vulgaire. Le génie, il pense, paf, plan suivant, il y a le building. S'il commence à relever les manches, ça veut juste prendre un crayon et dessiner, c'est que ça, c'est plus vraiment un génie. La preuve, quand il le fait, c'est pour faire une croûte. Hein. Ça, c'est vachement intéressant, la façon dont Vidor filme ça en permanence. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'à partir de cette cassure-là, on est donc dans une série de films auxquels le rebelle appartient, mais c'est même pas qu'il appartient, c'est qu'il est l'emblème de ça, qui vont d'un seul coup se traiter complètement, se mettre totalement du côté de l'individu contre cette espèce de collectif qui dans le film est une force en permanence on pourrait dire d'arrêt. En même temps, vous avez remarqué qu'à aucun moment King Vidor, sauf une fois dans des fondus enchaînés, ne filme cette espèce de majorité-là. On ne la voit pas, le fameux peuple, il n'apparaît pas. Hein. Pourquoi ? Parce que le peuple, il est incarné par le journal. Hein, le fameux banner, voilà, la bannière, c'est intéressant. Hein. La bannière du peuple, dirigée par un homme qui, lui, peut être aussi une forme de contre-champ de Ward Hawk d'ailleurs, hein, puisque vous voyez à la toute fin, au moment de la séquence du procès, quand le verdict, les jurés rentrent, le verdict, voilà, il est acquitté, Ward Hawk se lève, et dans le fond, au même moment, on a le personnage de Wynand qui se lève aussi. C'est assez beau parce qu'on rend compte que ce sont deux personnages qui sont l'un et le miroir inversé de l'autre. Si ce n'est qu'à ce moment-là, il y en a un qui va vers la réussite absolue, qui est Ward Hawk, le fameux building qui va construire pour Wynand, et l'autre va vers le suicide. Hein, il disparaît comme ça, etc. Mais moi, ce que j'aime, et je ne sais pas comment vous l'avez perçu, parce que pour moi, c'est une des... Il y a beaucoup de dialogues dans le film importants. Moi, à chaque fois que je vois le rebelle, j'ai envie de faire pause, vous voyez, et de prendre des notes, ou de noter, tellement il y a des dialogues, des choses intéressantes. Mais il y a quelque chose que Ah oui, je vais quand même oublier de vous parler dans ces différents personnages, évidemment du critique, qui est le critique académique, et quand Vidor le met en scène, on sent qu'il met aussi certains critiques très connus américains de cinéma de l'époque, hein, et il y en aura toujours comme ça, le chantre de l'académisme, qui est la singularité, le génie, enfin bref, il raconte très très bien ce que c'est, ce personnage. Il a un côté presque un peu... je dirais pas faustien, mais c'est presque un peu Méphisto, quoi, hein, ce personnage. Vous avez vu la première apparition de critique d'art, il est sur sa chaise, dans un espèce de grand décor son, avec de la fumée qui sort. Hein. Il y a toujours de la fumée autour de ce personnage-là. Hein, c'est symboliquement très très beau. Et l'autre chose aussi très très belle, c'est que si vous regardez la façon dont Vidor filme les décors et les arrière-plans, d'abord, on n'a jamais vu dans un film autant de buildings derrière des fenêtres. Hein, ce qui est totalement irréaliste parce qu'on a l'impression que le film se passe en permanence entre 14h et 17h, grosso modo. Il ne fait jamais nuit, il n'y a jamais de nuages, on est dans de la transparence pure et dure, sur des vues. Et même lors de la petite séquence un petit peu champêtre au bord de l'arbre, très beau moment d'ailleurs où les trois sont chacun séparés par les branches de l'arbre, etc. Ou un peu plus tard avec Patricia Neal, même dans des endroits totalement champêtres, il y a à un moment donné un plan où on voit en arrière-plan, même très très loin, les buildings de New York, etc. C'est quelque chose qui est de quasiment tous les plans obsédants, etc. Mais ce qui est beau, c'est que vous vous rendez compte, enfin je ne sais pas si on s'en rend compte la première fois, c'est qu'il y a deux arrière-plans possibles dans le film. Il y a d'un côté les arrière-plans qui concernent le personnage de Ward Hawk, qui lui est toujours lié à la pierre et au building en permanence. Il est associé à ça, si vous voulez, c'est l'homme qui pense un peu plus vite que les autres, qui a une idée plus, peu importe. C'est l'homme qui, le génie architectural, c'est lui. Et de l'autre côté, ce qui est assez beau, c'est que certains sont derrière des buildings, mais comme ce qui est le cas de Wynand et son bureau, on se croirait d'ailleurs presque dans les temps modernes, dans le dictateur de Chaplin. Hein, il lui manque plus que le globe dans le bureau. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, le building n'est plus une aspiration, mais juste une espèce d'image un peu, on pourrait dire, un peu bête et vulgaire du pouvoir. L'image du pouvoir, parce que c'est ce que cherche Wynand, alors que ce que cherche Rourke, c'est ça toute la différence, c'est que Rourke ne veut pas du pouvoir, il veut mettre en œuvre ce qui sort de son cerveau. L'intégrité artistique, c'est ça. Alors que l'autre
il le dit lui-même, hein, moi je m'en fous complètement de savoir ce que les gens lisent, ce qu'ils veulent, je leur donne ce qu'ils veulent, etc. Ce qu'il faut, c'est que ça me permet d'avoir du pouvoir. Et il se rend compte qu'à la fin, que ce pouvoir qui est assis sur du vide, hein, ou du super compromis, on pourrait dire, etc., tout ça s'effondre, c'est rien du tout. Il comprend à la fin, finalement, que lui aussi est un sommet d'un building, mais ce building est en papier, en paille, ça vaut rien du tout. Hein, puisque cette foule-là, dont il pense qu'il la dirige, mais en fait il se rend compte qu'à la fin que la foule le dirige, j'aime beaucoup cette idée-là évidemment, cette espèce de réversion, hein, ça se retourne contre lui, bah, cette foule évidemment l'anéantit discrètement, directement, puisqu'en l'espace de 2-3 plans, il peut se retrouver par terre, moment où évidemment où il prend le journal alors qu'il est dans le caniveau, qui est le contre-champ total de l'image de l'homme au pouvoir, dans son grand bureau, le costume qui humilie, sadise tout le monde, et puis il y aura ce plan qui est dans le grand schéma du cinéma américain, le côté montée-descente, hein, qui est le moment c'est le vrai moment de la déchéance, elle est là. C'est même pas le suicide, hein, c'est le moment là où il est par terre, le caniveau, la pluie, et il prend des exemplaires de son journal déliquescent, qui d'ailleurs est au niveau de la boue, parce que ça n'a jamais été autre chose que ça. Et là, à ce moment-là, là encore une fois, symbole énorme, on est vraiment dans c'est du symbolisme à la truelle. Hein, que filme Vidor, et moi j'aime beaucoup ça parce qu'il y a une volonté de ne pas filmer autre chose que ça, hein. Bon. Et donc oui, je vous disais sur la question des décors qui me semblait intéressante, c'est que les personnages, en l'occurrence les deux personnages que sont le critique d'art et le personnage avec ce dialogue extraordinaire, je pense à ça, lorsqu'ils sont devant les projets Courtland, lorsque le critique d'art croise par hasard, vous vous souvenez, hein, Howard Roark qui lui dit tiens, on se retrouve seuls ensemble, discutons. Et là, c'est un moment génial parce que je lui dis mais vous devez m'en vouloir, est-ce que vous voulez pas savoir pour quelle raison je vous en veux autant, pourquoi je vous ai détruit, etc. Et l'autre lui répond la plus belle phrase qu'on peut sortir à des gens quand on est en conflit, où il y a des gens qui s'obstinent parfois à vous faire du mal, ça arrive dans la vie de tous les jours. Il dit vous savez, je ne pense pas à vous. Et c'est une espèce de phrase, il faut garder en tête, ça peut toujours nous servir dans la vie. Mais c'est vachement bien. Je trouve ça extraordinaire. Voilà, bon, peu importe. Mais tout ça pour dire que cette question des décors, elle est passionnante, puisque là, le critique d'art est Raymond Masset, celui qui joue le rôle, hein, du patron, qui a un côté Boris Karloff un peu d'ailleurs, hein. Il a joué dans Arsenic et Veille Dentelle de Frank Capra, peut-être là que vous l'avez déjà vu ce personnage-là, c'est cette orbite rentrée, on le repère assez facilement. Ils sont aussi et très souvent dans des décors dans lesquels il y a des tableaux, je ne sais pas si vous avez repéré, alors je ne sais pas de qui sont ces tableaux, mais en tout cas ce sont des tableaux de ruines, hein. En permanence, il y a l'Empire romain, l'Empire grec décadent, la ruine, etc. Autrement dit, par le décor, Vidor nous montre aussi ça, c'est que tout ça, sans parler de la canne évidemment de critique d'art, mais tout ça est un monde déliquescent qui est en train de croupir et de pourrir sur place, hein. C'est ça qui est intéressant, alors qu'évidemment Howard Roark lui est complètement du côté de la pureté, hein. C'est l'homme qui sait même vous expliquer comment est-ce qu'on passe du granit, de la pierre au marbre, et quels sont les différents marbres, etc. C'est ça qui est assez beau évidemment, c'est qu'on a deux types de personnages qui ne sont pas du tout associés, on pourrait dire, au même type de décor. Et donc, non mais je voulais aussi revenir là-dessus, c'est que dans cette trajectoire-là, qui arrive à un moment donné aux rebelles, on a un personnage avec Howard Roark. Alors là, j'aimerais bien que vous me disiez aussi un peu ce que vous en... Enfin, à la limite, on va peut-être plutôt faire ça. Quelle est votre vision de ce personnage-là ? Comment est-ce que, sans le juger, hein, mais comment vous l'appréhendez, le personnage de Howard Roark dans le film ? Parce qu'il y a des choses qui sont assez terribles. Enfin terribles. En tout cas, qui posent question. C'est pour ça que je pense que c'est un film dont l'indécision de la part de Vidor, elle est source d'intérêt. Parce que lui ne souffre jamais, ouais. 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 Donc pas de souffrance chez le personnage. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres... Donc monsieur dit que Howard Roark, lui, ne souffre jamais. Ouais. Il est assez sympa là. Moi j'ai fini. Jean-Paul, l'art du timing.
Non, c'est vrai. Alors, il faut rappeler d'ailleurs, entre parenthèses, à propos de ce début, qui est un très beau début de film, hein, il faut le dire, c'est que le personnage il s'appelle Cameron dans le film, hein, si je ne dis pas de bêtises, est une sorte pas de décalque, mais en tout cas, dans cette idée que le film a pris quelques éléments de la vie de Wright. Le personnage de Cameron, c'est l'équivalent du mentor, hein, de Wright qui s'appelait Henry Sullivan. Hein. Si ce n'est qu'Henry Sullivan est quelqu'un qui a subi un sort à peu près équivalent, a été un peu oublié, n'a pas pu vivre de son art, de son travail, etc. Et Wright a repris un peu le flambeau de ce personnage-là. Et c'est ce que met en scène exactement, parce que le seul pour lequel d'ailleurs le Rourke a d'estime, c'est évidemment pour lui. Si ce n'est, alors avec ce truc assez beau d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas envie d'être un architecte maudit. En fait, il comprend ça, que le film, il se débarrasse, et c'est pour ça que cette séquence que vous citez, elle est importante, parce que, bien sûr, on voit très très bien que lui-même, ensuite on va le voir, il est mis de côté par des gens parce qu'il est trop, quoi. Voilà, pas assez. En gros, c'est ça, il n'est pas assez mainstream, il est trop machin, pas assez académique, trop nouveau, pas assez dans l'air du temps, bon bref. Et en même temps, on se rend compte que ce qui pourrait devenir, pour le coup, une espèce d'individu maudit dont le génie, la singularité, etc., arrive trop tard. Mais là où le scénario, je trouve intelligent, c'est qu'il se débarrasse de cette hypothèse au départ. Il dit non, il ne sera pas comme ça parce que voilà d'où il vient, il a compris, il a vu, il a récupéré le flambeau que lui donne d'ailleurs dans l'ambulance à ce moment-là, Cameron, et c'est assez beau. Il dit ok, on peut être comme ça, mais moi je ne serais pas comme ça. C'est pour ça que peut-être que ça répond aussi un peu à votre question, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui... oui, alors en amour, après on va y revenir, parce que c'est un amour très particulier, hein. Mais je veux dire, en tout cas dans son rapport aux autres, c'est quelqu'un qui très tôt a mis de côté cette question, on pourrait dire, de la souffrance, du maudit. Comment est-ce que justement la foule, l'autre, les critiques, les gens peuvent vous affecter. Il l'a vu et en fait le film le met en scène au départ et il s'en débarrasse. Donc comme on dit, quand Howard Hawks rentre dans le film au départ dans le cadre, c'est quelqu'un qui a dans sa tête, on pourrait dire, fait ce trajet-là. Oui, je pourrais souffrir, je pourrais en vouloir, je pourrais machin. Effectivement, à la fois il ressent rien. Quand l'autre vient lui demander ce que vous pensez de moi, l'autre dit je n'en pense rien. L'indifférence absolue. Alors tout le problème évidemment, et c'est là où le film, à mon avis, avec la fameuse séquence de l'explosion, peut être problématique, c'est que quelle est la frontière entre la détermination et l'aveuglement? Et je pense que le film le montre ça. C'est-à-dire que imaginez par exemple, voilà, que au moment du chantier, il dynamite le chantier, 2-3 gardiens de sécurité soient trouvés sur place et soient morts. Est-ce que nous, en tant que spectateurs, quel est le rapport qu'on aurait à cet acte-là? Finalement, là, on s'en sort bien. Il a fait exploser de la pierre, mais ça ne nous coûte pas grand-chose lorsqu'il y a que des biens matériels. Mais si les conséquences avaient été différentes. Ce qui fait qu'on a un personnage, à mon avis, c'est pour ça qu'il ne faut pas être du côté réaliste. On sent que c'est un film qui travaille une idée, mais au sens strict du terme, c'est que c'est un personnage qui finalement ne cesse, dans cette de détermination complètement folle qu'il a, c'est un bloc de pierre que rien ne peut ébranler, même pas la pauvreté, même pas l'humiliation, la honte, la foule, il s'en fout complètement, il avance, et en même temps c'est permis aussi parce qu'à côté, je ne parle pas de personnages comme Dominique, évidemment, ni même comme le critique d'art qui reconnaît le génie de Rourke. C'est ça qui est intéressant, parce que lui dit, les deux reconnaissent le génie, mais n'en tirent pas les mêmes conclusions. Mais là où c'est intéressant, c'est que la plupart des personnages à côté, en fait, n'incarnent pas d'alternative à ce qu'est Howard Rourke. Vous comprenez ça? Autrement dit, ceux qui appliquent le compromis, le terrifiant Keating, l'architecte, le type à la fois volontaire, sans talent, un peu collabo, et puis un peu comme tout le monde, enfin, l'homme moyen, quoi, hein, qui est filmé par King Vidor comme une sombre merde. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que le film, il ne laisse pas de place pour, on pourrait dire, l'ordinaire. Vous voyez? Alors que le cinéma américain, normalement, il se situe, il feint de se situer dans l'ordinaire pour nous dire, mais là-dedans, il y a des gens extraordinaires. Dans Le Rebelle, il y a une dimension qui manque totalement, c'est la dimension des gens ordinaires et honorables et humainement valables. Il n'y en a pas. Il y a un surhomme, il y a des salauds, hein, il y a des fous, il y a tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas ce qu'on appellerait, peut-être plus maintenant, mais en 2012, des gens normaux. Il n'y en a plus. Et c'est ça que je trouve qui peut, à mon avis, qui montre que King Vidor a envie de faire un film dialectique où il impose une idée.
il n'a pas envie de s'embarrasser de la réalité. Il y a 1000 cas de figure. Non, il dit je veux mettre en scène la question de l'individu contre le collectif. Et là, il rappelle les grands principes de Jefferson, Walt Whitman. Parce que ce qui est très bizarre, c'est qu'il faut quand même rappeler que le film est tiré d'un roman et que le roman n'est pas au clair non plus idéologiquement sur ce qu'il raconte. Hein. C'est que d'un côté, on a ce qu'on appelle, alors là, le vieux truc à la Walt Whitman évidemment, ça c'est quelque chose qui coule dans toutes les veines de la fiction américaine évidemment, mais il y a deux choses qui sont totalement contradictoires dans le roman et dans le film aussi, et King Vidor les prend à bras-le-corps en disant cette contradiction à l'américaine. Donc c'est ça qu'il faut filmer. C'est d'un côté ce qu'on appelle, on pourrait dire le rêve, si vous voulez, collectiviste, hein, cette idée qu'il faut que tout le monde soit d'accord, voilà, faire plaisir à la population, que Vidor filme comme un cauchemar. S'il y a deux personnes qui pensent comme moi, c'est ce que j'ai fait est nul. C'est vachement intéressant quand même. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est quasi une pétition de principe à la limite. Hein. C'est vraiment, le film nous introduit cette idée que s'il n'est pas seul contre tout le monde, il est nul. Hein, moi j'aime beaucoup la façon dont ça nous tord l'esprit par moment, et à la fin on se met à penser des choses, et si on prend un peu de temps de recul, on se dit attends, mais à quoi je suis en train d'adhérer dans le film concrètement? Non, c'est ce que nous dit le film. Il nous dit il n'y a qu'un individu, même les ouvriers à la fin ils sont pas là, il est toujours seul, c'est pour ça qu'il construit son... Autrement dit, dès que, évidemment, on pourrait presque dire que le fait qu'il y ait d'autres personnes ou autres, Vidor le met dans le même sac dans son adaptation que le compromis. Autrement dit, le génie il est seul. Hein, le gros discours évidemment de Howard Hawks à la fin dans le procès. Je veux dire, il y a un seul éclairé, et puis c'est pas les aveugles, eux ce qu'ils doivent faire c'est se taire et suivre. C'est comme ça que le monde a avancé. La métaphore du feu. Voilà, au début, tout le monde, personne, on l'a brûlé, il a été lynché, puis aujourd'hui tout le monde s'éclaire. Voilà. Le problème c'est que c'est ce que raconte évidemment le film de King Vidor. Donc ça c'est en même temps la haine, on pourrait dire, du collectif, de la populace en l'occurrence. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle, il y a une idéologie américaine qui est très importante, parce que beaucoup de films américains ou d'américains se sont inspirés de ça. C'est le libertarianisme. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, d'ailleurs, les libertariens. Ce sont des gens, c'est une doctrine, si vous voulez, américaine, qui considère que, au fond, le libre arbitre, c'est-à-dire que l'individu, le soi, s'il considère que la collectivité, le peuple, la démocratie, la justice, la loi, etc., en fait, va contre ses propres intérêts, dont lui est seul à pouvoir mesurer la justice, il a le droit de se révolter. Enfin, c'est le côté, j'ai déjà parlé d'Henri David Thoreau, résistance au gouvernement civil, la loi, toutes les lois que vous voulez, pas de problème, mais si je constate qu'une loi est injuste, je la transgresse. Voilà, ça c'est le vieux fond à la Thoreau de tous les films américains. Parce que nous, on a quand même plus de mal à comprendre. Hein, nous, il y a tout de suite le côté, on est du côté de la loi, contre la loi, anarchiste ou autre. Mais ce rapport extrêmement étrange de l'américain, on pourrait dire, à la loi, il est dans tout le cinéma américain. Hein, parce qu'ils ont des grands. David Thoreau, je ne sais pas si vous avez lu un peu d'Henri David Thoreau, mais lorsqu'il écrit son plaidoyer très connu contre le capitaine John Brown, parce que l'homme s'était élevé contre l'esclavage ou autre. L'histoire a montré qu'il a eu raison, et le capitaine John Brown et Henri David Thoreau, d'aller contre la loi de l'époque qui favorisait évidemment l'esclavage, etc. Donc il y a toujours cette espèce de vision-là dans le cinéma américain. Et là, Howard Hawks, c'est ça. C'est quelqu'un qui est une version presque pathologique, radicale, absolue de ça. Je dis, mais moi, de toute façon, la seule loi que j'écoute, c'est la mienne. Quand il parle à la fin au tribunal, d'abord un drôle de tribunal puisqu'il y a des buildings derrière, je ne connais aucun tribunal américain situé au 10e étage avec encore une fois un espèce de panorama pareil, mais bon, ça passons. Mais ce qui est fascinant, c'est que là, quand il prend la parole dans un espace qui est donc un espace de la démocratie américaine, il arrive et il dit « Moi, la démocratie, je m'en fous ». C'est ça qu'il raconte exactement. Il dit oubliez tout ça, l'Amérique c'est pas ça. L'Amérique c'est pas les petits juges, les petites lois, les machins, etc. L'Amérique c'est la vision de Howard Hawks, etc. L'Amérique et même le peuple, parce que l'Amérique étant évidemment le peuple élu, l'Amérique c'est le monde. Il n'y a pas un Américain et puis un Hongrois ou un type d'Ouzbékistan. Non, l'Amérique c'est le guide, le grand guide. Eh ben, je veux dire, c'est celui qui arrive finalement à comprendre qu'il y a des gens qui sont des génies et puis d'autres qui le sont moins. Et ben, ceux qui sont moins, ils n'ont qu'une chose à faire pour être bien. Valable, c'est de suivre les génies. Et le type se fait applaudir et acquitter. Parce qu'à la fin, c'est quand même ça. Parce que personne ne peut imaginer, ça aussi pour moi c'est une des complètement délirant du rebelle, personne ne peut imaginer que Howard Hawks, après le discours qu'il a tenu dans la salle du tribunal, puisse se faire acquitter.
Enfin, je sais pas, ou alors c'est un pacte d'agression à l'égard du public constant. Alors évidemment, on peut se dire, oui, mais il est à ce moment-là, il est peut-être celui qui arrive à flatter et à faire croire qu'en chacun de ces individus, il y a un génie particulier et que ces gens-là ont le droit de l'exercer, même si on leur dit qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils ne peuvent pas, qu'il faut se conformer aux normes, etc. Alors, c'est une autre hypothèse qui est valable aussi, à mon avis, à savoir que s'ils ont finalement à la fois le jury et des gens dans la salle, etc., qui l'applaudissent, ont réussi à se faire enfumer, c'est parce qu'ils ont entendu qu'eux aussi étaient géniaux, mais qu'ils n'avaient pas encore découvert sur quoi, pourquoi, et ce qu'ils allaient en faire. C'est ce que raconte aussi. Donc le film est, d'un point de vue, si vous voulez, idéologique et politique, très ambigu. Mais pas dans le sens où il voudrait... Enfin, le terme n'est pas bien choisi. Parce qu'il n'est pas ambigu dans le sens où il voudrait finalement gagner sur tous les terrains. Hein, pas dans le sens où il dit une chose et son contraire. D'abord parce que du point de vue de la carte de King Vidor, on a le sentiment que c'est le contre-champ total de ce qu'a été Vidor avant. Ça, c'est la première impression, qui est pas vraiment juste. Mais on se dit, mais comment le même homme a pu faire Notre pain quotidien en 1934 ? Est-ce que c'est le même ? Bon. Et aussi, et le terme ambigu n'est pas bien choisi, parce que King Vidor ne dissimule pas. Il n'y a pas du tout de retournement de dialectique ou discursif ou de raisonnement dans le film, nous faisant croire un truc qui est son contraire. C'est un film qui ne nous dit rien d'autre que ce qu'il nous dit, mais ce qu'il nous dit est totalement contradictoire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et cette contradiction-là, c'est la matière même du film. C'est pour ça que c'est un film qu'on peut trouver aimable, on peut être gêné, même y compris même par son esthétique. Encore une fois, cette mise en scène très bigger than life, très excessive, très flamboyante. Et encore, c'est un film en noir et blanc. Pour ceux qui ont vu Duel au soleil, vous avez vu Duel au soleil, hein ? Vous vous souvenez, là, j'ai l'impression que c'est barapapa, quoi. C'est un magasin de confiserie, quoi. C'est quelque chose de... On ne sait plus où regarder, il y a du chromo, tout est orange, orangé, enfin, c'est quelque chose de complètement fou. Et en même temps, alors c'était le débat dont je vous parlais tout à l'heure entre Vidor et Selznick, hein, évidemment, est-ce que le Duel au soleil est un film plus de King Vidor ou de David Selznick ? Bon, les débats sont ouverts, mais on voit bien qu'il y a quand même une influence des deux. Alors que là, on a déjà ce sentiment, alors que c'est un film en noir et blanc, mais qui joue tout sur le mode extrêmement symbolique immédiatement. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre séquence d'archives, de scènes dans la rue avec des figurants, il n'y a pas un élément réaliste dans le film. Tout est immédiatement signifiant, extrêmement expressionniste. La carrière, le haut, le bas, les lignes, le noir, le blanc, la plaque de marbre, évidemment l'élévation à la fin, le building. On pourrait comme ça multiplier les exemples. Le moment où Cameron Sullivan, évidemment, casse la vitre, hein, attaquant cette image, parce que cette séquence-là, elle dit exactement ça. Elle dit qu'est-ce qu'il y a derrière la vitre ? Il y a tout le panorama, les buildings de Manhattan. Cameron lui a une idée de ça. Il n'a pas accès, il est exclu de ce monde-là, etc. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il casse la vitre, mais en fait, il casse l'image dont lui-même est exclu à ce moment-là. Et autrement dit, dans le film, tout est rempli de plans extrêmement symboliques. Le montage est très, très rapide. Vous avez vu même, alors il faudrait pouvoir reprendre sur certaines séquences, mais vous avez la façon extrêmement inventive dont King Vidor rentre dans les scènes, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout, généralement, dans le cinéma américain classique, quand on rentre dans une séquence, on commence par un personnage ou par un décor en plan large, et puis on va détailler les personnages les uns après les autres, on revient des champs contre champs, on en repart, etc. Là, il rentre très souvent dans les scènes par des détails ou par des choses totalement atypiques, par une ombre, par une voix qu'on se met à entendre, par un personnage qui parle off et qui va rentrer à l'intérieur du plan. Les plafonds, par exemple, ne sont pas éclairés. C'est un des trucs que voulait King Vidor, c'est qu'il n'y a pas d'éclairage très souvent sur les côtés et sur les plafonds, ce qui fait que ça dramatise considérablement les séquences. La lumière, elle vient du centre, hein, on a le sentiment d'un essai de théâtre, d'une sorte de tragédie, si vous voulez, parce qu'il a gommé tout l'espace autour, et c'est vrai. Et c'est assez beau. Et tout le film est comme ça. Hein. C'est de volonté expressionniste d'opposer toujours, hein, une force contre une autre. Alors le noir et le blanc, la carrière étant un truc typique, mais on pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Le noir et blanc, c'est l'individu et le collectif, l'homme et la femme, et puis le personnage de Dominique, qui est un personnage évidemment très, en fait, qui est presque l'équivalent de Howard Rourke, si ce n'est que lui est extrêmement fort, elle est extrêmement fragile. Elle, évidemment, sait et connaît respecte le génie de Howard Rourke. D'ailleurs, il y a un moment que je trouve... Il y a une articulation de scénario que je trouve très belle dans le film. C'est que la première fois, donc la carrière,
lui se retrouve avec son marteau-piqueur. Elle arrive en cheval. Bon, évidemment, elle le surplombe. Bref. Et là, par exemple, enfin, je ne sais pas si vous avez en tête, forcément, mais elle le regarde, mais instantanément, elle le désire sexuellement. Instantanément. Autrement dit, c'est ça, en ce sens-là que le film nous raconte aussi une sorte de syntaxe hollywoodienne parvenue à son terme. C'est-à-dire qu'avant, on aurait eu 3 séquences, alors, d'où vous venez, comment allez-vous, j'aimerais des femmes comme vous, clac, 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 dîner aux chandelles, 10 minutes de film perdu, alors qu'on sait très très bien où on va aboutir, etc., etc. Sauf chez Lubitsch, quelques gens comme ça, mais grosso modo, bon. Là, Vidor, c'est aussi pour ça qu'il peut adapter un bouquin de 700 pages et en faire un film d'1h48, même s'il y a d'autres coupes évidemment. Vidor, il va, en fait, si vous voulez, c'est presque son côté, alors je vais dire un gros mot, mais c'est presque son côté maniériste. Dans le sens, il va au centre de toutes les scènes dès qu'il les débute. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de gras dans Le Rebelle. Il n'y a pas de gras. Alors, il y a du trop cuit, sans doute. Il y a trop de choses à manger. Le festin est énorme. On est par moments proche de l'overdose, sans doute, mais il n'y a pas de gras. C'est-à-dire que dès qu'il rentre dans une séquence, il va tout de suite au cœur de la séquence, à la pointe. Hein, quand arrive Sullivan, Cameron, alors ça va, tu veux un petit café, installe-toi, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Parle-moi, non, tout de suite, toi tu es en train de crier, paf, il casse, c'est fini, ambulance, c'est réglé. Et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'il va au cœur, au noyau dur de toutes les séquences, mais aussi bien les séquences, on pourrait dire, sociales, idéologiques, politiques, personnelles, dès que chaque séquence incarne un enjeu, et quand il rentre dans la séquence, il va à l'enjeu tout de suite. Ce qui d'abord nous brutalise en tant que spectateurs, parce qu'on n'a pas du tout cette espèce de montée en puissance, d'introduction, d'escalier qu'on monte tranquillement pour arriver au sommet de la séquence ou au morceau de bravoure. Il n'y a pas de morceau de bravoure dans Le Rebelle. C'est une succession totalement convulsive de morceaux de bravoure. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de... D'où l'overdose qu'on peut avoir, et c'est un sentiment qu'en tant que spectateur, on retrouvera dans un cinéma maniériste de la fin des années 60, début 70, complètement ailleurs, pas uniquement en Italie ou même pourquoi pas aux États-Unis, mais c'est un mode de narration qui est à l'époque extrêmement neuf, ce qui en fait aussi un drôle de film, parce que répondant pas du tout, contrairement à ce qu'on peut penser au départ, au canon de ce que c'est que la dramaturgie classique hollywoodienne, au cœur de toutes les séquences en permanence, ce qui fait que il n'y a pas de morceau de bravoure encore une fois, mais tout s'enchaîne à grande vitesse, et d'où aussi le sentiment, je vous parlais de c'est un film excessif, parce que comme il enlève tout ce qui est de l'ordre de l'exposition, du développement, des à côté, de la psychologie des uns et des autres, etc., dès qu'il arrive tout de suite au cœur de l'émotion et du drame. Tout de suite, dramatiquement, les séquences sont fortes. Donc, on a un sentiment, quand on voit le film, d'être au taquet en permanence. On se dit, mais ils se reposent jamais, ces gens-là? Ils dorment pas un petit peu, ils parlent pas d'autre chose que d'intégrité, du génie, etc. C'est même un film dont l'ego, en tant que film, est complètement démesuré. Enfin, je veux dire, c'est un film d'un homme qui a un ego démesuré sur un homme qui a un ego démesuré. Bon, c'est aussi une sorte d'autobiographie quand même, évidemment, Le Rebelle. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui plus on le revoit, qui selon moi, en tout cas, prend de la valeur, mais qui peut avoir aussi un côté asphyxiant. Donc et sans parler de la musique de Max Steiner, qui est pareil. Et comme Max Steiner était quelqu'un dont les compositions étaient totalement inféodées à l'évolution du drame, aussi bien en termes d'instruments, peu importe, il suivait le drame et la montée dramatique des séquences les unes après les autres. Là, on a l'impression qu'il est cavalcade pendant 1h48 parce que Vidor lui dit mais attends, on s'en fout des positions du développement, etc. Va tout de suite au cœur de la musique. Et donc, pendant 1h48, Steiner est au taquet. On a le sentiment qu'il n'y a quasiment pas le moindre moment un peu de calme, etc. Ou alors quand il y a des moments de calme, il y en a quelques rares, ils sont interrompus de façon totalement inattendue et très violente par des séquences de destruction, qui est évidemment un des grands motifs qui courent dans tout le film. C'est la question de la destruction. Il y a d'un côté, évidemment, la montée et la chute. Le film s'ouvre quasiment avec une femme qui laisse tomber une statuette du haut de son immeuble parce qu'elle aime trop. Et puis à la fin, qui va faire le trajet inverse pour aller trouver l'homme parce qu'elle l'aime suffisamment. C'est-à-dire que le film est, d'un point de vue symbolique, rempli de séquences et de plans qui conversent comme ça entre eux, qui s'échangent. Si vous avez l'occasion de le revoir un jour, Le Rebelle, revoyez-le et amusez-vous à faire ce travail-là. La façon dont King Vidor, de façon très rigoureuse, passe son temps à faire que les plans, en tout cas que certains plans fonctionnent par paire, par binôme et se répondent.
la statuette évidemment et l'ascenseur à la fin, mais je pourrais comme ça multiplier des exemples. Et donc, donc je vous disais que les rares moments de calme sont interrompus par des grands moments de violence. Il y a le moment où elle casse évidemment la dalle de marbre, la destruction de la vitre, le dynamitage. Ce qui est assez drôle d'ailleurs dans le Rebelle, et moi c'est un truc qui m'a toujours fasciné, c'est que, et là je terminerai avec ça parce qu'il y a deux choses à dire, c'est que c'est un film qui est fasciné par la puissance créatrice, et qui met en scène cette idée que c'est extrêmement dur de la faire, cette source vive, c'est extrêmement dur de la faire vivre au milieu d'un monde formaté, médiocre, d'arrivistes, de nuls, d'invisibles, de tout ce qu'on veut. Un collectif que Vidor filme là quasiment comme un cauchemar. C'est presque encore pire d'ailleurs qu'il soit montré comme un cauchemar. Il n'est même pas là. Il ne fait même pas partie du tableau, on pourrait dire. Donc, à la fois, c'est un film qui est fondé là-dessus, sur l'intégrité, et en même temps, c'est un film qui passe beaucoup plus de temps à montrer des choses qui sont détruites qu'à nous montrer des choses qui sont créées. La destruction est un des grands motifs du film en permanence, le moment où les personnages passent leur temps à détruire des choses, littéralement. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, peut-être, si vous avez des choses à dire qui peuvent être partir de ça. C'est qu'il y a à la fin du Rebelle, bon, vous avez compris que la séquence de fin, elle est phénoménale. Vous l'avez trouvé comment, la séquence de fin? Vertigineuse. Ouais. Elle est incroyable. C'est une des plus belles séquences pour moi de l'histoire du cinéma, enfin bref. Mais bon. Mais vous avez vu que avant que Wynand se suicide, c'est un drôle de personnage, le personnage du leader du banner. Parce que au début, ça fait partie de ces personnages qui évoluent considérablement, comme d'ailleurs Patricia Neal. Elle évolue au cours du film. Disons qu'elle met du temps à trouver la bonne direction qu'indique sa boussole personnelle. Voilà. Donc elle passe du A à Z. Et au début, elle est... parce qu'à la fin, elle va quand même vers l'homme qu'elle aime, alors qu'au début, elle nous fait comprendre que pour les mêmes raisons que Rourke, c'est-à-dire une espèce volonté d'indépendance complètement pathologique, elle est prête à tuer, détruire, s'éloigner de tout ce qu'elle n'aime pas et à se rapprocher de tout ce qu'elle aime, puisque ça ne compte pas. D'où, évidemment, les fiançailles et le mariage avec l'éditeur. Sachant que dans le roman, il faut juste rappeler que Patricia Neal et Keating étaient mariés avant que les deux soient invités à dîner par l'éditeur du Banner. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Or, la censure fait que c'est pas possible qu'un personnage demande à l'autre de divorcer pour avoir en gros un contrat juteux, etc. Donc, dans le film, Vidor et Ayn Rand ont décidé finalement qu'ils seraient juste fiancés. Ce qui est moins violent du point de vue de la censure qu'un marié. Là c'est le règne des salauds, c'est qu'il la force à divorcer, donc c'était plus cool, etc. Mais bon, non, ce que je voulais dire, c'est que le personnage de Wynand, il est intéressant. Pourquoi? Parce que à la toute fin, enfin pour plein de raisons, mais d'abord c'est celui qui effectue le plus grand trajet, on pourrait dire, moral et mental. Howard Rourke, lui, c'est pas rien, il n'a pas changé du début à la fin. Dominique Francone, Patricia Neal, elle, en fait, c'est un personnage, on pourrait presque dire, centripète, c'est un personnage qui tourne autour d'une idée, d'un truc qu'elle refuse, attraction, répulsion, mais finalement, son rapport avec Howard Rourke, il est inscrit dès le début. Nous, on a très bien compris ça, attraction-répulsion, effectivement, elle va comprendre que, et finalement se rapprocher de lui, machin. Alors que le personnage de Wynand, c'est un personnage qui, lui, n'est pas d'une seule ligne, qui ne tourbillonne pas autour d'un centre, c'est un personnage qui passe de A à B, qui passe du noir au blanc, d'un truc à son contraire. C'est quelqu'un, c'est pour moi le seul, c'est presque de ce point de vue le seul personnage vraiment positif du film, dans la mesure où c'est celui qui, à l'issue du film, a compris quelque chose. Parce que le film, l'aventure du film, le récit, les événements n'apprennent rien à Howard Rourke. C'est quelqu'un c'est un buté absolu. C'est peut-être un génie, mais c'est un buté. Il n'évolue pas du tout. Autrement dit, à la fin du film, il n'a pas compris quelque chose de plus que s'il n'avait pas déjà compris au début. Donc il n'a absolument pas évolué. Le film ne lui a pas permis de réfléchir. Le personnage de Wynand, c'est différent. C'est le seul qui a réfléchi. Et c'est le seul qui a évolué et qui, à la fin, a compris quelque chose à la fois, effectivement, de l'état du monde, de lui-même, de ce qu'il faisait, de son rêve, de son désir, etc. Mais il y a cette phrase qui, moi, m'a toujours intrigué dans le Rebelle, lorsque Wynand lui dit en gros, finalement, en substance, il n'y a pas d'opposition entre ce que vous visez
et puis ce que moi j'ai fait. Alors qu'au début, a priori, on pense que c'est vraiment l'un est contraire de l'autre, l'un veut tout faire pour détruire la réputation de l'autre, etc., etc. Et il lui dit, mais finalement, c'est parce qu'il y a des gens comme moi que vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Et ça, alors la phrase elle glisse vite dans le film, et pourtant elle me semble capitale. C'est-à-dire qu'elle tempère en fait tout ce que raconte le film. Vous voyez ? C'est-à-dire que le seul moment où le collectif, l'éditeur, tout ce qui est écrit, le formatage, l'opinion moyenne, les horreurs Tudor ou kitsch, sous prétexte que le grand nombre adore ça. Bon, ça c'est un truc éternel, je veux dire, même aujourd'hui. C'est vrai pour les films, c'est vrai pour la télévision, c'est vrai pour tout ce qu'on veut. Bon, des Howard Rourke, il en faudrait aujourd'hui un sacré paquet. Hein. Et en même temps, là où le film tempère cette idée, c'est qu'il nous dit finalement que le seul moment où toute cette masse-là de gens est filmée, ou en tout cas est abordée d'un point de vue qui soit un point de vue un peu constructif, hein, autrement dit, cette populace-là, elle trouve sa place dans l'érection quand même à la fin du building et dans la trajectoire de ce génie, c'est à ce moment-là. Il faut qu'il y ait évidemment des gens comme moi. Hein, il faut qu'il y ait des gens qui fassent des journaux, qui déterminent le bon goût moyen, etc., pour que des gens comme toi puissent à un moment donné émerger. Alors cette phrase, elle est ambiguë. Parce que ça veut dire quoi dans le film ? Est-ce que ça veut dire que, hypothèse basse, il faut qu'il y ait de la merde qui engrange énormément d'argent pour permettre à des génies de faire des choses intéressantes ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui, une grande partie du discours du cinéma français, c'est ça. Je fais 10 comédies qui sont minables, mais qui vont engranger des dizaines de millions d'euros. Et grâce à ces dizaines de millions d'euros, je vais pouvoir faire des tout petits films géniaux que personne ne va voir pour 3-4 millions d'euros. Bon. Non mais c'est un discours fréquent. Ne critiquez pas les grosses machines, les grandes comédies françaises, etc. D'accord, c'est nul, mais grâce à l'argent que ces nullités engrangent, vous pouvez avoir des bons films. Bon. C'est un discours très particulier parce que c'est pas sûr que cet argent-là serve à... Mais bon. Et puis après, c'est compliqué parce que ça supposerait qu'à un moment donné aussi, qu'on ne fasse pas confiance au risque, au public, de pouvoir mettre de l'argent, et en plus sur un truc intelligent. Ce qui serait, on n'a presque le sentiment que c'est, si on veut que ça marche, il faut que ce soit de la merde. Bon. Mais bon, tout ça pour dire que ça, c'est l'hypothèse moyenne, c'est celle-là. Cette idée que, effectivement, il faut que des gens, puisque qui finance le grand œuvre de Howard Rourke, malgré tout, c'est pas le jury. Ce ne sont pas des gens qu'on n'a pas vus ou qui arriveraient d'un chapeau, etc. C'est en fait celui dont on a pensé à l'origine qu'il incarnait l'abomination absolue. Autrement dit, c'est l'argent sale de la populace, du populisme, etc., qui permet à Howard Rourke de faire son grand œuvre, qui d'ailleurs, dans le film du point de vue du scénario, est assez bien vu, parce que c'est l'œuvre à la fois de l'un et de l'autre. En tout cas, il construit cette œuvre-là au service ou à la mémoire de Wynand et de ce qu'il a. Or, Wynand a fait son argent comment ? A construit son empire comment ? Sur le plus petit dénominateur commun, finalement, de la société. Le ragot, la dénonciation, des choses absolument pas nobles, etc. Donc, la fin, pour moi, elle restitue un peu même si je pense que Widor ne sait pas quoi faire de cette idée-là. Et elle restitue cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'elle restitue cette idée qu'il n'y a pas A et B. Qu'à un moment donné, il y a des passerelles et que l'un peut servir à son corps défendant à l'autre et qu'une collectivité, elle se construit à partir de ces objets nobles et à partir de ces objets honteux en même temps. Et qu'il doit y avoir une forme de circulation, d'entraide et qu'on ne peut pas être complètement du côté de la pureté, de l'intégrité quasi suicidaire de Gary Cooper, hein, contre une espèce de populace qui, elle, serait détentrice intégralement du mauvais goût commun. Parce qu'en fait, il y a évidemment cette idée, là encore une fois, que dès qu'on est du côté du nombre, il n'y a pas de qualité. Le film ne fait jamais l'hypothèse que majoritairement, les gens pourraient aimer quelque chose qui soit artistiquement valable. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas envisagé par le film. De ce point de vue-là, c'est un film qui... quand vous le montrez aujourd'hui à des gens, peut susciter des réactions assez violentes, hein, parce qu'il raconte ça aussi. Hein, et on n'est qu'en 49. Hein, il raconte ça aussi. C'est un maître d'ouvrage, c'est les pouvoirs publics, c'est un client, ce n'est pas une population en général.
Et ce n'est pas ce que vous avez dit, là. Je ne sais Oui, pas. non mais évidemment, mais vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que là où le film est étrange, c'est qu'il établit évidemment que c'est une critique. Hein, c'est pas une critique de la de la population en tant que telle. Ça serait un peu idiot. Hein. C'est une critique en fait de la façon dont on considère que la population peut être formée, formatée, et qu'elle en fait, elle ne demande que ce qu'on lui donne. Bon, d'ailleurs, c'est ce que dit l'un des personnages du film, lorsqu'il dit, mais finalement, la population, on leur donne ce qu'ils veulent. Hein, avec, vous savez, ça c'est une idée, vous savez, qu'on retrouve sans arrêt aujourd'hui. Et si les gens voulaient autre chose? Qu'est-ce qu'on sait quand vous allumez la télévision, vous regardez, je sais pas, des émissions de télé-réalité, les gens de l'audimat vous disent, oui mais bon, c'est ce que les gens veulent, puisque c'est ce que les gens regardent majoritairement. Mais c'est une loi éternelle du commerce, et y compris de la télé et du cinéma. Hein. Et c'est ce que raconte le film, en laissant, pas la porte ouverte, mais en ne statuant pas là-dessus, sur cette idée. Le film nous dit peut-être, ça j'en sais rien, que si on supprime les Ellsworth, ces gens-là qui se considèrent comme les porte-parole intermédiaires, grands fournisseurs pour ce qu'ils appellent eux la populace, est-ce que si on les supprime, et le film ne répond pas à ça, il y a un bon sens commun, un bon goût commun qui va émerger de la majorité du collectif? Le film reste en suspens là-dessus. Il y a le personnage du philanthrope self-made man qui le sort à 2 reprises. Hein. Donc c'est quand même... Oui, mais ce personnage, vous avez raison, mais ce personnage-là, enfin, c'est pas du côté du bon goût commun. Hein. Ce personnage-là, c'est vraiment le personnage américain qui, en fait, il est rendu sympathique. Pourquoi ce personnage? C'est ça que je trouve intéressant dans le film. Pourquoi? Parce qu'il donne de l'argent à Howard Rourke. Oui, voilà, ouais, mais bon. Il se trouve que là, c'est au service d'une cause que le film nous a conduit à trouver juste et bien, formidable. Mais est-ce que peut-être que demain, ce type-là peut faire la même chose pour des motifs qu'il existe? Parce que qu'est-ce qu'il reconnaît en Howard Rourke? Le type seul contre tous. Donc c'est un miroir. Vous voyez, il y a des bons miroirs, quoi. Je suis d'accord avec vous. Dans le film, il a ce rôle-là. Mais qu'est-ce qu'il reconnaît exactement chez Howard Rourke? Il reconnaît le type seul contre tous, qui, et par jeu de billard à 3 bandes, sait que l'aidant lui, il se vengera aussi de gens dont il a été lui-même la victime. Mais si on rentre dans le cœur de ses motivations, là il sert le personnage, son destin formidable, mais je ne suis pas convaincu que ce self-made man, enfin c'est JR dans Dallas, hein, sur ce type-là. Il a eu 30 ans avant, c'est le... Voilà. Ouais. Attendez, je vais vous passer le micro. J'ai été très troublé en fait, parce que ce qui m'a beaucoup intéressé dans le film, c'est l'espèce d'ambiguïté finalement qu'il y avait entre, on pourrait voir vraiment le film comme un film très idéologique, très libéral, ou voire néolibéral avant la lettre, parce que bon, ce discours sur le génie, c'est très ambigu justement. En plus, bon, pour un métier comme architecte, a fortiori, puisque c'est pas un métier qu'on exerce tout seul, comme compositeur ou peintre, ou bon, c'est très socialisé, etc. Et en même temps, quand il fait son discours au tribunal, il dit « Je n'accepterai jamais que mon travail soit exploité ». Donc en fait, c'est très curieux cette ambivalence. Et au bout d'un moment, on ne peut pas dire que le film est seulement idéologique. Bon, il y a bientôt la guerre froide, Ayn Rand, elle est quand même immigrée de Russie, etc. Donc il y a ce côté-là. Puis je crois qu'elle a quand même été souvent rangée, classée de cette manière-là. Mais en fait, son discours, il va au-delà de lui-même. Enfin, il s'échappe un peu à ce moment-là. Et lui, il devient plus une métaphore du créateur. Enfin, ça peut être l'homme en général, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est pas, par rapport à ce que vous disiez, c'est pas si net cette opposition entre l'individu et la populace, parce que finalement, c'est aussi le côté où l'artiste ou l'art est le modèle un peu de la société juste, quoi, en fait. Je suis d'accord. Quand je posais les deux, c'était pas tant par rapport là au film lui-même que par rapport à la trajectoire de Widor. Vous voyez, les deux, c'était ça que j'avais en tête, les deux têtes les deux phases de la trajectoire de Widor. Mais évidemment, encore une fois, c'est la raison pour laquelle je pense que le film n'est pas, encore une fois, ambigu, problématique, pas forcément aimable, qu'une partie d'ailleurs de ce que raconte le film échappe à Widor, parce qu'il faut rappeler que Widor adapte Ayn Rand, mais qu'à la fois il reconnaît dans ce roman des choses qui font écho à ce qui a été sa filmographie, à ce qui l'intéresse, mais écrite par quelqu'un qui, évidemment, idéologiquement, sera, parce qu'elle contribuera activement au McCarthyisme, plus que douteuse. Et le film en porte évidemment là. Mais c'est ça que j'aime. C'est que si on suit ce qu'on a fait là, la trajectoire du personnage principal,
on doit arriver à cette zone où le type est quand même problématique. Il y a un problème, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas du côté de la grande pureté restaurée à la Capra, précisément. C'est-à-dire qu'à la fin d'un film de Capra, et parfois au prix d'un coup de force du scénario, je pense à La vie est belle, tournée 3 ans avant, d'ailleurs qui n'avait pas eu trop de succès, il n'y a pas de doute, on est la pureté, l'intégrité, la valeur humaine du personnage est totalement restaurée, et par le film et par le scénario. Bon, là, c'est pas le cas. Vous avez raison. Que là, il y a le personnage. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai parlé de Spencer Tracy, de l'absolutisme avant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le désir d'intégrité, l'absence de compromis, le refus d'exploitation dont vous parlez, etc., tout ça, ça produit à un moment donné du négatif. Et je pense que le film, alors il ne le montre pas si explicitement, quoique si, mais bon, c'est pas exprimé à ce point clairement, mais je pense qu'en tant que spectateur, on ressent ça. C'est que Howard Hawks est à la fois un modèle et en même temps un contre-modèle. Il est un modèle parce qu'on se dit oui, le type tient la barre, intégrité, lutte contre tous, etc. En même temps, il y a un tel autisme chez le personnage. Bien sûr, oui, non, mais ça c'est toute l'ambiguïté Vidor-Ayn Rand. C'est que là où ils se rejoignent, on pourrait dire, parce que beaucoup ont dit, à l'époque quand le film sort, on dit c'est un film de nazis. Bien sûr. Ce qui est reçu à l'époque, c'est ce que vous dites là. C'est-à-dire on sent qu'il y a un problème sur le surhomme. Rappelons quand même que le roman s'ouvre avec une citation de Nietzsche. On sent qu'il y a un truc qui travaille dans le film. Et en même temps, Vidor ne l'évacue pas, ça. Ça reste à l'intérieur du film, cette ambiguïté. Et moi, je pense que, et je dirais même que c'est ce qui fait pour moi toute la valeur du film. C'est que s'il avait enlevé son côté surhomme, nietzschéen, problématique, etc., là, ça devenait un conte de fées, au fond. Là où le film est plus problématique, à mon avis, c'est qu'il garde, c'est que le personnage de Howard Hawks, il a aussi un côté effrayant si on applique à l'ensemble le modèle que lui s'applique à lui tout seul. Mais vous avez raison, évidemment. Oui, aussi, moi, par rapport à cette séquence, quand il explique que voilà, il est le maître de son œuvre, pour moi, c'est aussi le réalisateur comme auteur. C'est-à-dire qu'il joue le réalisateur qui oublie, et les critiques, etc., qui oublie toute la technique qu'il y a derrière pour mettre en œuvre, et que le réalisateur n'est pas seul, même s'ils sont au service du réalisateur, tout n'est pas de son fait. C'est-à-dire vous le prenez comme ça, vous ? Bah oui. C'est que pour moi, là, il est en train de dire, le réalisateur, il faut le laisser faire ce qu'il faut. Pour moi, là, il parle au producteur. Bien sûr. Ah bah oui, mais le producteur, c'est pas les techniciens. Oui, non, mais justement, il oublie que pour faire son film, il a besoin des techniciens et donc du peuple, puisque tient distance. Ouais, non, mais à mon avis, quand Howard Hawks fait ce discours-là, c'est évidemment King Vidor lui met dans la bouche, même si ce sont des mots d'ailleurs qui tirés du roman. Eu égard à toute la carrière de King Vidor, personne ne doute un quart de seconde qu'à ce moment-là, c'est aussi King Vidor qui s'adresse au studio hollywoodien et qui dit voilà, vous m'avez mutilé, j'ai pas eu le final cut, vous avez massacré ce que... Parce que c'est de ça dont sort Vidor. Il sort d'une traversée du désert, non seulement parce qu'il n'a pas pu faire les films qu'il voulait, et que les films qu'il voulait faire, auxquels il tenait, ont été massacrés. Donc là, on comprend bien que quand Howard Hawks parle, c'est King Vidor qui parle, qui s'adresse aux producteurs. Mais à mon avis, c'est pas du tout sur le mode du collectivisme qui serait celui du cinéma. C'est comme si Howard Hawks s'en prenait aux ouvriers ou aux chefs de chantier. Pas du tout. C'est que je pense qu'il y a une conscience qu'il y a un travail collectif, mais même de la part de Vidor, tout le monde le sait évidemment. Mais qui sont ceux qui l'ont ennuyé à chaque fois, King Vidor, ce sont évidemment des producteurs, ce sont les studios, ou Selznick dont on parlait tout à l'heure avec La Furie. Duel au soleil. Oui, non, après c'est évident que Vidor, lui, connaît le travail des techniciens. Après, c'était uniquement par rapport au discours qu'il tient, où il se met comme maître absolu. Oui, bien sûr. Oui, mais alors, en même temps, moi je ne crois pas un quart de seconde que Vidor ait envie de minorer le rôle des techniciens, chef-op, monteur, évidemment pas, ça serait complètement débile. Mais il est aussi un de ceux qui ont été à Hollywood, un des premiers qui a été considéré comme un auteur. C'est important ça. Quand il tourne en 1925, The Big Parade s'appelle La Grande Parade, qui est un film de guerre qui se passe dans une escouade de soldats américains en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Grand film, d'un seul coup, le cinéma américain devenait un art américain, et King Vidor a été un des tout premiers dans l'histoire du cinéma américain à bénéficier
hein, de ce label auteur. C'est important ça parce qu'on est en 1925, mais le cinéma est évidemment un art jeune à ce moment-là, mais King Vidor fait déjà partie de ces cinéastes qu'on a identifiés comme étant des auteurs, des artistes, ayant une intégrité donc artistique. Et vous voyez, quand il tourne Le Rebelle en 49, c'est pas du côté d'un cinéaste de série B qu'on redécouvrira plus tard, mais dont on se dit à l'époque c'est juste un artisan qui sait trousser des films, etc. King Vidor, pas du tout. Il fait partie de ces quelques cinéastes dont on dit quand Vidor filme, comme Chaplin, comme Ford ou autres, il y a de l'art, ou Wyler, mais il y a de l'art dans les parages. Donc dans l'histoire de la politique des auteurs, non pas telle qu'elle existe en France depuis 54-55, mais depuis telle que le cinéma américain la considère, Vidor a été un des premiers qu'on a considéré comme un auteur. C'est très important. Nous, ça nous semble un peu évident, mais dans le cinéma américain, en 1925, c'est quelque chose de... À l'époque, les auteurs, pour les Américains, c'est les Européens. C'était Murnau, c'était Eisenstein, c'était Sjöström, des grands cinéastes américains, expressionnistes. L'art, pour eux, du cinéma était un art européen. Il n'y avait pas d'art du cinéma américain. Il y avait un savoir-faire, une industrie phénoménale, une industrie même formidable pour la propagande, hein, aussi bien commerciale que la propagande de guerre ou autre. D'ailleurs, beaucoup de gens diront que le secteur d'activité qui a le plus contribué à la reconstruction, d'abord à la guerre elle-même, à la reconstruction, c'est Hollywood. Hein, ils ont plus que montré patte blanche, ils ont beaucoup aidé à ça évidemment. Mais tout ça pour dire qu'on est quand même à un moment, là, dans ces différentes périodes, si vous voulez, où l'auteur, l'auteur américain, c'est King Vidor, est sans doute un des tout premiers, à une époque où, pour la plupart des producteurs hollywoodiens, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils les ont fait venir, l'auteur était européen. Hein, il y a beaucoup d'exemples de gens comme ça, et voilà. Et donc, je pense que ça compte aussi, ça. Hein. Et en même temps, n'oublions pas que King Vidor est aussi, ce que je vous ai au début, un pur américain. Hein, encore une fois, c'est très important. Parce que il fait des films qui racontent ça aussi. C'est-à-dire que, là, ça, c'est pas un film de propagande du tout. Mais encore une fois, c'est l'occasion de voir un film comme American Romance. C'est incroyable. Hein, c'est quasiment un film de propagande sur le self-made man. Quoi. Hein, c'est un film sur l'industrie de l'acier et du fer, enfin voilà, qui est un film incroyable, mais complètement mutilé par les producteurs, et dont il reste évidemment qu'un fantôme. Hein, mais on voit bien ce qu'a voulu faire King Vidor à ce moment-là, alors qu'il s'ouvre quasiment comme certains des plans du Rebelle. Ouais. Oui, moi j'ai pas du tout été surpris par le verdict. Je m'attendais à ce verdict. Après l'intervention du juge, parce que le juge dit bien au juré, vous n'allez pas vous occuper des dégâts matériels, on ne s'occupe pas de ça. Il s'agit de savoir si il a été honnête ou pas. Il a été spolié, oui ou non. S'il a été spolié, c'est normal qu'il agisse comme ça. Est-ce qu'il a menti ou pas menti? Donc là, c'était clair qu'il n'avait pas menti. Donc, ouais. Non mais oui, enfin, vous savez bien que les avocats sont des menteurs et les juges aussi. C'est-à-dire que vous savez bien que quand vous êtes dans une salle de tribunal et que vous dites je vais dire quelque chose, mais n'en tenez pas compte. Et le cinéma américain est rempli de séquences comme ça. Hein, comment vous voulez faire pour oublier quelque chose que vous avez entendu? Non. Je vous dis quelque chose. Je comprends ce que vous dites, mais ça, à mon avis, c'est vous en tant que spectateur. Mais non, c'est l'intervention du juge. Oui, mais oui, mais bien sûr, mais le jury il s'en fout, il est pas. C'est vrai, mais le jury. Moi, je suis dans demain, je suis juré. Si on me dit ça, je m'en fous. Complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas à en tenir compte. Ça fait partie du tableau général. Et même si on se contraint intellectuellement à minorer le fait qu'il y ait eu des dégâts ou autres, etc., c'est-à-dire que il n'empêche que ça rentre quand même en ligne de compte. Ce que je veux dire, c'est que la population, les gens qui la quittent, sont aussi des gens manipulés. Moi, c'est ça ce que je voulais juste dire tout à l'heure, c'est qu'il faut penser les deux choses en même temps. C'est pas il a raison et il a tort. Il a raison et il a tort. C'est ça toujours pour moi la puissance du cinéma. Si on pense l'un ou l'autre, on se trompe à moitié. Le public, le jury, il a raison de la quitter par rapport à ce que vous dites, mais il a tort s'il avait vraiment compris ce qu'on vient de lui dire. C'est ça que je veux dire. Vous comprenez? Ce que filme Vidor, mais tous les grands cinéastes américains, c'est ça. C'est-à-dire que, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'il y a toujours le moment, nous on a toujours envie que ce soit ouvert ou fermé, noir ou blanc, raison ou tort. Mais non, pour moi la puissance des grandes œuvres d'art, c'est qu'elles nous disent il y a raison et tout dépend du point de vue qu'on choisit, tout dépend du niveau de lecture. Hein. C'est-à-dire que nous, quand on arrive au moment de la séquence évidemment du tribunal,
il y a le jury, c'est une chose, et puis il y a nous, spectateurs. On a quand même vu 1h30 avant de Howard Hawks, on a vu d'où il vient. Et puis certains d'autres encore connaissent King Vidor. Donc on a une expertise en tant que spectateur qui n'est pas la même que celle des personnages du film. Donc le fait que le jury à un moment donné dise « moi j'accepte ou j'accepte pas », oui, du point de vue des scénarios, très bien. Mais nous, en tant que spectateurs qui tentons de comprendre l'ambiguïté du film. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que à la fois le jury, il a raison, mais nous, on n'a pas le même niveau de connaissance. On n'est pas dans le film comme le jury. On en sait beaucoup plus sur le personnage. On a vu d'où ça vient. On connaît des choses sur on connaît plein d'autres trucs. Et donc nous, notre point de vue tempère celui-là. Hein. C'est que, encore une fois, là où je trouve le film intéressant, c'est que, en règle générale, enfin, des films intéressants, c'est que c'est un film qui est ouvert, voyez, qui avec le paradoxe très bizarre qu'il nous assène des trucs, c'est une espèce d'esthétique très volontariste, très forte, très baroque, très violente, et pourtant c'est un film, la preuve, c'est que d'ailleurs vous intervenez plus que d'habitude, c'est donc qu'il y a un problème, et que ce problème il vient du film lui-même, et je pense que c'est ça les grands films, c'est-à-dire que c'est pas il y a un jeu au sens mécanique du terme dans ce film-là. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous le revoyez, vous le montrez à des gens, vous en discutez. Il y a plein d'endroits, il y a plein de zones, d'un peu d'ombre, des trucs problématiques, des comportements pas bien expliqués, ou en fonction même de son humeur ou de son trajet personnel. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et que King Vidor prend à bras-le-corps cette espèce d'indécision-là. Il me dit, bah ouais. Le spectateur qui était là parlait effectivement de la dimension quasi fasciste du film. Mais oui, mais il faut l'entendre, ça. Il y a cette dimension-là, c'est une espèce de note qui court dans le film. Le côté surhomme du personnage, enfin, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a aussi cette dimension-là chez Vidor. Et on ne peut pas oublier non plus que Vidor a filmé des choses qui sont très limites dans sa propre... mais la force, évidemment, des gens, enfin, des honnêtes hommes, c'est de le reconnaître. Hein, c'est ça que fait Vidor. Il y a aussi chez lui une fascination, ou en tout cas un moment d'énervement par rapport à sa carrière, en lutte contre les producteurs ou autres, qui lui font tutoyer des choses limites. Et il le filme. Et il s'en excuse pas. Le film nous dit à tout moment le surhomme, il dit à la fois l'intégrité et le surhomme nietzschéen. Voilà. Et je pense que c'est ça que j'aime, moi, dans le film. C'est qu'il nous raconte exactement le fait que peut-être qu'entre les deux, hein, sachant que l'un part évidemment de la philosophie allemande et que l'autre part de la philosophie américaine, et par moment entre les deux il y a peut-être un frottement qu'il est bon de connaître pour pas avoir à l'expérimenter. Je pense que c'est ça pour moi la puissance du rebelle. Moi je détesterais que quelqu'un me dise je suis dans ce film, je suis 1000% d'accord avec Howard Hawks. Ça m'effraierait totalement. Et inversement, quelqu'un qui me dirait alors là vraiment on a un fasciste absolu. Vous voyez, c'est Leni Riefenstahl filmé par l'homme qui a fait Duel au soleil. Ouais. Non, tout ça c'est débile. Je pense que tout l'intérêt, c'est que le film, il est 49, hein, n'oublions pas aussi. On est 4 ans après la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi une génération qui a un rapport avec l'expérience de la guerre et de tout ce qu'on sait, qui n'est pas la même. Il faut avoir ça en tête, que ça fait à peine 4 ans que des cinéastes américains comme Ford, comme Wyler ou comme d'autres ont filmé la libération des camps. C'est-à-dire que cette question des dérives fascistes de l'individualisme ou autre, elles sont très au cœur de la société américaine de l'époque. Vous voyez, donc là, on est très très loin du pauvre petit jury qui va dire oui, il a raison, pas tort. Il y a bien autre chose qui est en jeu en tant que spectateurs, qu'on doit absolument identifier, et que Vidor, qui est un grand féru de littérature, de peinture, de musique, sait totalement repérer tout de suite. Hein. Il s'avance pas masqué, il monte pas patte blanche, il nous dit voilà ce que c'est, y compris voilà moi mes propres... il y a des gens comme ça qui sont... on a souvent parlé ici de William Friedkin. William Friedkin, c'est quelqu'un qui filme ses propres pentes, ses propres inclinaisons. Hein, et on ne lui demande pas, ça pas bien, pas bien. C'est que, le spectateur n'est pas un juge, ça c'est horrible. Non. Déjà, il faut qu'il identifie ce dont parle le film, qu'il comprenne sa complexité. Si déjà il fait ça, c'est déjà colossal, c'est le plus dur, on comprend rarement ça. Donc si déjà il a compris ce qui est en jeu dans le film, après le moment du jugement, on laisse ça aux autres. C'est ça qui est, à mon avis, le plus important. Et j'aime dans Le Rebelle, et je pense que c'est un des rares films, à mon avis, du cycle, où on est confronté à quelque chose qui est problématique. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart je pense pas que les films quoique Sorcerer, mais bon, ça résonne moins, voilà. Mais si on le passe, hein, évidemment.
Mais c'est pas, voilà, c'est un film qui à la fois est totalement du côté de l'individualisme, des grands mythes américains, du self-made man, de la réussite, etc., complètement. Vidor l'a montré, il a vécu, il a filmé, voilà. Là il est au cœur du signe de la fiction américaine. Et en même temps, on est en 49, il adapte un roman qui est problématique, voilà, et il filme, on pourrait dire, l'ombre portée des dérives de ce système-là. Il ne dit pas que les Américains sont des fachos, il ne dit pas que l'individualiste, ou qu'il ne dit pas que Walt Whitman, ça va devenir Schopenhauer. Non, c'est pas ce qu'il raconte. Il dit, attention, voilà, il y a toujours un... Enfin, c'est ça les grands cinéastes, c'est ceux qui savent que tout est question d'équilibre. Hein, c'est toujours pareil, moi je vais vous le dire très souvent, mais c'est qu'ils savent qu'on est dans le gris, quoi. Voilà. La question c'est est-ce qu'on est plutôt gris clair ou plutôt gris foncé. Donc, mais il nous dit fait pas croire que... Oui, alors ouais, si ce n'est que c'est inversé, parce qu'en fait dans le film, Rourke connaît la traversée du désert plutôt au début, enfin dans un premier temps, pour ensuite connaître le succès, alors que dans le cas de Wright, ça a été l'inverse. Hein, c'est quelqu'un qui a connu d'abord bon, le succès, ensuite... Ouais. Ensuite, il a eu des problèmes. Il était ensuite à Chicago. Il est parti s'installer à la campagne. C'est là qu'il a fait tous ses petites maisons, etc. Mais encore une fois, le rapport à Wright est quand même très, très lâche. Vous voyez, oui, il y a deux, trois citations. Les architectes connaisseurs vous disent que le film cite précisément 5 ou 6 architectes différents, véritablement, et que les croûtes qu'on lui impose, qu'on rajoute des piliers, des colonnes, etc., c'est Le Corbusier. Hein, bon, chacun, vous voyez, donc, parce que c'est évidemment, ça c'est le problème de ces films qui traitent... Ouais, mais c'est le problème de ces films qui traitent d'un milieu professionnel ou d'une activité particulière, c'est qu'ils deviennent souvent des films symptômes. Vous savez, c'est souvent projeté pendant des congrès d'architectes, on passe le rebelle. Là, tout le monde s'excite parce que personne se dit, mais ça c'est un vrai architecte. Bon, ça c'est le problème des films qui, vous voyez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films sur les architectes. Hein, quand vous faites le bilan, c'est pas un sujet sur lequel le cinéma s'est précipité. Et donc, mais vous pouvez trouver dans des écrits ou sur Internet des architectes qui discutent en fait des sources sans doute réelles qui ont inspiré Howard Rourke. Et Wright en fait partie, mais pas que lui. Il y en a au moins 4 ou 5 autres. On n'arrête pas de dire ça depuis le début. Ouais, non mais là vous confondez la populace, c'est pas le média. Le Facebook, il pense pas tout seul, hein. C'est les conneries qu'on met dedans qui font que ça devient atroce. Ouais. Non mais après c'est ce qu'on en fait. Et puis alors, surtout sur la destruction, la destruction à la fin, parce que on l'accuse de porter atteinte au social, hein, en détruisant ça. Aujourd'hui, nous on fait le contraire, on met beaucoup d'argent avec la politique de la ville, on met beaucoup d'argent sur le social et puis ça apporte rien, quoi. Il n'y a rien qui bouge. C'est tout à fait le contraire. Ça c'est un débat, ça c'est le troisième tour des départementales là que vous voulez. Bon, bonne soirée à tous et rendez-vous la prochaine fois. Merci beaucoup.